Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 252e rencontre ville et non des moindres puisqu'il s'agit de la dernière de la saison. Et c'est un immense plaisir de voir représenter ce soir 6 maisons d'édition indépendantes. Et évidemment, c'est un critère qui nous tient à cœur. À travers leur fondateur ou leur directeur, vous verrez et vous aurez l'occasion de voir leur visage de manière différente. Toutes les 20 minutes, donc, vous allez avoir la chance d'écouter les éditeurs et les éditrices qui vont se succéder ce soir. Il s'agit du tripode Valary. Je vais couper tous les sons. Voilà, du tripode d'Alary, de l'Antilope, de l'Arche, d'Agulo et du Penseur. Et nous sommes donc évidemment très impatients de découvrir chacune des voies éditoriales que vous allez nous proposer et surtout de savoir si de nouveaux talents vont être dénichés et qui vont composer dès demain la littérature. Alors ne perdons pas davantage de temps parce que vous êtes venus les écouter ce soir. On va débuter cette rencontre avec une maison d'édition qu'on aime particulièrement puisqu'elle a déjà remporté, elle a déjà une longue histoire avec Vlil, elle a déjà remporté le prix Vlil en tant qu'éditeur en 2020 et pour son auteur Dimitri Rouchombory qui avait écrit Le démon de la colline aux loups en 2021. Et donc, on accueille Frédéric Martin ce soir, qui va donc, Dimitri Rouchombory d'ailleurs, qui sort un nouvel ouvrage et vous allez entendre Frédéric en parler. Frédéric Martin, c'est à toi et on est ravis de te recevoir à nouveau dans cette émission. Ouais, salut tout le monde. Et je disais pour ceux qui viennent d'arriver que c'est marrant de vous retrouver parce qu'en plus, pour parler de Dimitri, parce que ça commence à faire une longue histoire entre vous et la maison d'édition. Et c'est une très belle histoire pour Dimitri. Voilà, je pense que ce soir, donc, le Tripode publie 3 livres pour cette rentrée, ce qui est exceptionnel dans ses standards. D'habitude, on en publie un, peut-être deux. Je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, à chaque fois, je crois que je vais essayer d'expliquer l'histoire humaine, et notamment sur Dimitri, parce que vous aviez été nombreux à être bouleversés par le démon de la colline aux loups. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on publie un premier roman et qu'on a un accueil avec autant d'amour qui est dégagé, autant d'émotions qui est transmis à l'auteur, mais quasiment tous les jours, il reçoit des messages encore, c'est super beau et c'est super difficile en même temps. C'est-à-dire que le livre suivant, quand vous êtes quelqu'un de généreux, comme l'est en tout cas Dimitri, vous portez une forme de responsabilité inconsciente qui n'est pas si simple à gérer, c'est-à-dire la peur de décevoir. Vous avez tellement peur de voir dans le regard des gens une déception par rapport à ce qu'ils ont ressenti avec le démon, que Dimitri, l'expérience de l'écriture après le démon de la colline aux loups, elle a été très intense. Il m'a proposé, alors je ne les ai pas comptés, moi je disais 3, lui il dit 5. Donc, j'ai même un peu effacé de ma mémoire certains textes, mais il m'a proposé entre 3 et 5 romans qu'il avait écrits par la suite, qui étaient vraiment tous intéressants, mais avec l'intimité qu'on arrive à créer avec un auteur et donc la connaissance qu'on a de lui, je sentais que ces textes étaient principalement habités par cette peur de décevoir. Alors, pardon Frédéric, mais tu as coupé ton son et je vais, il faut juste le réactiver. Est-ce que là, ça marche? Oui, c'est bon, parfait. Donc, je ne sais pas à quel endroit ça a coupé, mais je disais, il fallait le libérer de cette peur-là et ça a pris 5 textes. Et un jour, il y a un 6e texte qui a surgi et c'est dans le démon de la colline aux loups, il s'appelait Duke, le personnage. Et là, le personnage s'appelle Joe. Et c'est un jeune homme aussi. Alors là, il est un peu plus jeune, même, il a une vingtaine d'années. C'est un gitan. C'est quelqu'un qui sort de l'hôpital parce qu'il a eu un accident très grave. On lui a planté en fait un tournevis dans la tête au cours d'un rixe. Et il aurait dû en crever. Et non seulement il ne va pas en crever, mais il va en ressortir quasiment poète. C'est-à-dire que quand il retourne dans son clan, et qu'on lui propose d'organiser la revanche, de le venger de ce qui s'est passé. Il va suivre le mouvement, mais il n'y croit pas trop. Et puis très vite, quand le cycle du sang se réenclenche, il va s'enfuir en disant c'est plus pour moi cette vie-là. Et dans sa fuite, il va emporter avec lui une jeune femme et un enfant sauvage, un gamin d'une dizaine d'années qui s'appelle Papillon. Et le roman, ça va être le périple de ces trois-là. On va être dans un vrai road movie, ils vont prendre des trains, ils vont arriver dans des villes, ils vont à la fin s'échapper dans une campagne, en tout cas pour l'un d'entre eux. C'est un véritable périple et c'est tout le génie de Dimitri, c'est-à-dire que je pense que toute son œuvre sera marquée, maintenant que je le connais assez, par une forme d'humanité
à regarder les petits gens, les destins fracassés, le quart-monde, les gens de peu, comme on disait autrefois. Il a un amour tel pour eux qu'il a envie de leur redonner une beauté, ou en tout cas de refaire entendre leur beauté. Et ce roman, c'est un mélange d'Audiard, parce qu'il y a des dialogues incroyables, il y a des personnages, ils vont arriver dans une ville où il y a un autre clan de gitans qui est installé, et on va rencontrer notamment une mère maquerelle incroyable, avec des leçons de vie qu'on n'a jamais entendues. Donc il y a ce côté très folklorique, enfant du paradis presque, et en même temps une poésie et une connaissance de la violence, parce que c'est ça aussi l'expérience de Dimitri. Il ne faut pas oublier qu'il reste un chroniqueur judiciaire qui, dans son métier, est confronté à la violence de manière quasiment quotidienne, et la violence la plus extrême, puisque c'est quand même surtout des procès des assises qu'il suit. Il y a ce regard-là aussi, c'est-à-dire à la fois une grande naïveté dans le Chien des étoiles, et en même temps une envie de construire quelque chose qui soit comme une digue, une barrière contre la violence. Donc, il n'y a pas du tout, par rapport au Démon de la colline aux loups, pour ceux qui l'avaient lu, le même degré d'horreur. Voilà. Il y avait presque un côté gore quand même dans ce qui était décrit dans le Démon. Là, pas du tout. La violence est plus évoquée que montrée, mais elle est toujours là. Et vous verrez, ça va très très loin, puisque la fin du roman, c'est un envol véritablement, un appel vers l'espoir. C'est super beau. Et pour moi, ça va être une des grandes confirmations de la rentrée littéraire. C'est-à-dire que très souvent, le deuxième roman, on sait que c'est un moment de fragilité pour un écrivain, parce qu'il n'a plus l'innocence du premier livre et il n'a pas encore la maturité d'une œuvre. En fait, Dimitri, par ce cheminement qu'il a fait à travers tous ses manuscrits, il y est. Voilà, je fais le pari qu'on va beaucoup, beaucoup parler de ce texte. Et donc, normalement, avec un livre pareil, on est bien. On peut se contenter de publier que ça au Tripode. Je pense même qu'un jour, si on n'a rien à publier, on ne publiera rien pour une rentrée littéraire. Ce n'est pas un problème pour nous. Sauf qu'on a reçu un texte. Voilà, aujourd'hui, une des réalités du Tripode, c'est qu'on reçoit à peu près 5000 manuscrits par an, et on en garde un ou deux. Ou on se sent capable d'en publier un ou deux par an. Et cette année, le roman qu'on a eu envie de retenir, c'était évident qu'il fallait le publier sur une rentrée littéraire. Pourquoi ? Parce que là aussi, c'est une histoire humaine incroyable. C'est un homme, Michel Hauteville, je vais le raconter à sa manière. Donc, il m'a expliqué qu'à 13 ans, il voulait devenir écrivain. À 16 ans, il voulait devenir bibliothécaire. À 20 ans, il est devenu bibliothécaire. À 40 ans, il a écrit un tout petit texte, un premier texte qui a été publié chez Arléa dans la collection Premier Mille. Et puis, il lui a fallu encore 20 ans pour écrire son vrai premier roman. Je dis vrai premier roman dans le sens où c'est un texte un peu comme le Démon de la colline aux loups pour Dimitri, où vous avez le surgissement d'un univers et on ne sait pas d'où ça sort. Aujourd'hui encore, il est incapable d'expliquer d'où lui est venu ce texte, sinon qu'il avait, il était en prise avec une actualité qui est celle de l'Europe aujourd'hui, qui se sent presque assiégée par les fragilités du monde, entre cette guerre en Ukraine, ces vagues de migrants. Et lui était très marqué par, il ne dirait pas l'indifférence, mais en tout cas, notre capacité à continuer à vivre dans tout le confort que nous permet la civilisation occidentale face à cette détresse. Et donc, il a écrit un roman qui fonctionne comme une fable, véritablement. Vous êtes dans une forêt située dans un pays très riche, dans lequel veulent rentrer des migrants. Et cette forêt se situe à la frontière, et donc parfois des migrants passent par là. Ils se font attraper par des milices. Et quand ils ne se font pas attraper par des milices, ils se font attraper par quelque chose de beaucoup plus redoutable, qui est Gundrip, qui est un chasseur. Et ce chasseur dans le roman a vraiment le rôle de l'ogre, c'est-à-dire qu'il peut tuer des migrants, mais parfois il lui arrive de les manger. Et parfois, quand ce sont des enfants, il les capture et il les revend. Voilà. Et le roman va commencer avec un enfant qu'il vient de capturer. Et là, il se passe quelque chose de bizarre. C'est-à-dire qu'au lieu de le marchander, il va vouloir en faire son disciple. Et c'est la confrontation entre la brutalité la plus effrayante et l'innocence la plus effrayée. Et ça ne va pas du tout se passer aussi simplement qu'on pourrait croire. C'est-à-dire que le jeu des forces va être beaucoup plus ambivalent. Et il y a dans ce livre une intelligence que j'ai rarement vue. Je ne sais pas comment l'expliquer en fait. C'est-à-dire quand vous rencontrez Michel, c'est un papy gâteau. Vous sentez que c'est un homme qui est bon foncièrement.
Et il a une capacité à faire face à la violence du monde et à la regarder dans les yeux avec un calme et une sérénité qu'on ne peut pas deviner avant de lire le texte. Il y a chez lui une force, une conviction qui est rarissime, que j'ai très rarement vue chez un écrivain, parce que normalement, un écrivain, c'est plutôt quand même des éponges, et donc ça a une fébrilité, et chez lui, il y a une quiétude qui n'est pas du tout un angélisme. Voilà. Il sait que la dureté existe, un peu comme Dimitri finalement, et c'est pour ça que aussi c'était intéressant de les publier ensemble, et il lui offre une réponse complètement différente. Là où Dimitri va créer des petites bulles d'amour, de protection pour survivre à la violence du monde, Michel va se placer de plus loin et va nous faire une allégorie. Voilà. C'est un livre qui est quand même plein d'espoir et avec une qualité d'écriture. Je dis souvent quand je parle de ce livre, moi j'ai repensé au Grand Cahier d'Agatha Christophe. Alors mon équipe qui est plus jeune, elle m'a fait remarquer quand même que je datais un peu au niveau de mes références. Ils ont plutôt pensé à My Absolute Darling, voilà, dans ce climat de violence dans la forêt. Mais c'est ça, en tout cas, ayant lu les deux textes, il y a cette espèce de grâce où on arrive à vous expliquer avec des mots très simples un univers qui pourrait être effrayant et que finalement vous digérez comme une fable. Il ne faut pas oublier le petit chaperon rouge, par exemple, c'est une fable pour initier les femmes, enfin les enfants, à ce qui peut arriver plus tard, à faire attention aux grands méchants loups et tout ça. Le texte de Michel, c'est exactement ça. Il vous présente un ogre pour vous présenter de manière courageuse la dangerosité du monde. Et vous terminez le livre avec une forme d'intelligence et de sérénité qu'on n'avait pas avant. Voilà. Est-ce qu'il y a une ressemblance avec Stanislas Mousset? J'ai eu l'impression, en tout cas visuellement, qui fait des BD, des albums graphiques absolument géniaux, qui est publié aussi au Tripode avec Longue Vie, etc. Est-ce qu'il y a une ressemblance? Est-ce qu'il y a une connivence entre ce genre de texte? Spontanément, je dirais non, parce que Stanislas, il vient bien plus d'une culture pop. Là, on a affaire à un homme qui a 60 ans, qui est vraiment un homme du livre, qui est bibliothécaire, qui a tout lu, je crois. Voilà, qui est un amoureux de la littérature et qui sait que la littérature est une force de résistance. Ce n'est pas un divertissement, en fait. C'est quelque chose qui ancre la conscience, qui ancre... Pourquoi le livre n'est pas manichéen? Parce que quand vous faites de la littérature, vous apprivoisez l'horreur. Si vous faites un texte de polémique, un texte de pamphlet, vous êtes dans les idées. Et donc, vous maintenez quand même à distance quelque chose qui vous effraie. Là, c'est beaucoup plus fort ce que fait Michel, c'est qu'il assimile la violence, un peu comme pouvait Hannah Arendt dire la banalité du mal en voyant le procès Eichmann. C'était le regard d'une femme qui avait tellement d'intelligence qu'elle n'était même pas effrayée par l'horreur. Voilà. Il y a ça chez Michel, et ça demande une maturité, une expérience qui est celle d'un homme de 60 ans. Je ne peux pas imaginer un texte pareil écrit par quelqu'un qui a moins de 40 ans, je crois. Voilà. Allez, il me reste 5 minutes et je vais peut-être aller très très vite parce que justement, ça permettra peut-être de laisser la parole à quelques questions. C'est les 2 seuls romans de la rentrée, mais il m'est arrivé un vrai ovni. On parlait tout à l'heure avec Anthony du lien du Tripode avec les ovnis. En fait, le véritable ovni, ce n'est pas les 2 romans pour moi, même s'ils ressemblent à rien de ce qu'on peut lire d'habitude. Mais l'ovni, c'est Sabine Garrigue, donc ce qui est au-dessus de l'épaule gauche d'Anthony, la couverture de Rien n'est su. C'est un texte qui a été écrit par une femme qui a perdu sa fille dans des conditions les plus atroces qu'on peut imaginer. Voilà. C'est un assassinat. C'est le surgissement de la violence à un moment où on ne s'y attend pas du tout. Et cette femme, elle a mis 7 ans pour écrire 90 pages. Et quand on m'a présenté ce livre, c'est une comédienne, une amie, qui avait fait une adaptation pour une pièce radiophonique sur France Culture et qui m'explique ça et qui m'en parle avec tellement d'émotion que tout de suite, je mets un peu de prudence en lui disant, tu sais, je sens ton émotion, mais le Tripode, c'est plutôt l'imaginaire, c'est pas le récit. Et en plus, des textes comme ça qui sont sur des moments dramatiques, je suis pas sûr que je suis la meilleure personne pour en parler parce que comme je mets beaucoup de cœur dans ce que je publie en général, si c'est un sujet qui est trop intime, ça peut devenir impudique, ça peut devenir vulgaire. Et là, elle m'a arrêté tout de suite en disant, écoute, tu lis le texte et après on en reparle. Et la vérité, c'est qu'on n'en a jamais parlé. C'était tellement beau qu'il n'y avait plus rien à dire. Voilà. Et j'en dirai pas plus. C'est-à-dire, vous verrez passer ce texte, ouvrez-le. Et je connais personne qui s'arrête à la première page. Parce que c'est une femme qui vient du théâtre. C'est peut-être ça aussi qui explique la charge littéraire du texte. C'est que là où quelqu'un se serait accroché simplement à l'histoire pour attraper les gens,
elle a évacué l'histoire pour faire parler la littérature. Elle a tellement mâché les mots dans sa vie. Elle fait du yoga aussi. Donc, c'est quelqu'un qui transmute sans arrêt la douleur en lumière. Et là, le sujet était tellement poignant que ça a pris plus d'années, mais c'est ça l'intention du texte. Et du coup, ça reste de la littérature. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une intention dans ce texte qui est celle du pas de côté. La différence pour moi entre un récit et une œuvre littéraire, c'est que quand vous dites « je » dans un récit, vous revivez ce qui se passe. Quand vous faites le pas de côté, que vous regardez ce qui vous est arrivé et que vous le transmettez aux autres pour en faire quelque chose qui sort de l'émotion, et c'est ce que vraiment essaie de faire Sabine dans ce texte, vous faites œuvre littéraire. Voilà. Et là, pour le coup, ce texte, j'aurais pu le publier n'importe quand dans l'année. Je pense que ça aurait été un immense bonheur pour tous. Mais c'était tellement beau d'amener ce texte qui surgit au dernier moment face à ces deux garçons qui ont fait des romans qui traitent de la violence avec leur tripes, avec leur art littéraire, de dire, ben voilà, vous avez une sœur, c'est Sabine, et je pense que les trois ensemble, ça serait très bien. Et pour la petite histoire, les auteurs ne se rencontrent pas avant que leurs livres paraissent normalement, parce que chacun vit dans sa ville. Enfin, Dimitri est en Bretagne, Sabine est dans le sud de la France, Michel est en Bourgogne. Mais là, c'était tellement beau l'idée de les rencontrer, se les faire rencontrer, qu'on a fait un dîner avec eux il y a 2 semaines. Et je vous assure, c'est une des plus belles choses que j'ai jamais vues au monde. Ces trois-là sur une table, alignés, quand ils se regardent, c'est dommage, j'aurais dû penser à vous montrer des photos des auteurs, mais c'était la bonté pure, les trois réunis. Voilà, donc on parle d'une rentrée littéraire, on parle de littérature, on parle de raz-de-marée qui va encore arriver cette année. Et en fait, le plus important pour moi, c'était de vous dire, voilà, les textes, je pense qu'ils sont uniques, qui sont très beaux, mais derrière les textes, en plus, il y a des parcours de vie qui sont exceptionnels. 60 ans de pensée, d'écriture pour Michel, 5 romans de tâtonnement pour Dimitri, et Sabine, 7 années d'expérience hors norme. Et j'avais dit que je laissais un peu de temps pour les questions, mais je vois l'heure et je pense que je suis à la limite. Bon. C'est très bien, c'est très bien. Tu as tenu ton temps de parole avec brio. D'ailleurs, on recevra Dimitri Rouchon-Bory dans une rencontre qui lui sera dédiée le jeudi 31 août à 19h comme un symbole. Il ouvrira le bal des rencontres d'auteurs de la rentrée littéraire et j'en suis ravi. Merci Frédéric. Si certains d'entre vous veulent recevoir son texte d'ailleurs en PDF avant la rencontre, il n'y a pas de problème, il est disponible dès maintenant. Vous envoyez des petits messages à Anthony, il nous fait suivre et on envoie les PDF. Exactement. Voilà. Comme ça, vous pourrez le lire en avant-première et pouvoir assister à la rencontre avec Dimitri Rouchon-Bory, qu'on a hâte d'écouter à propos de son texte, tant le démon de la colline aux loups a été un raz-de-marée et une bouffée d'air, pas forcément frais, mais en tout cas une bouffée d'air dans le monde de la littérature. Merci Frédéric. Bon. Merci infiniment. Merci à vous. Et à très vite, à la rentrée. Et je coupe mon micro. Super. C'est vrai que j'ai beaucoup de problèmes là en ce moment à couper les micros. Alors, on va continuer à parcourir la deuxième maison d'édition. Et je crois qu'il vient d'arriver. C'est Guillaume Allary pour les éditions Allary. Est-ce que Guillaume, tu m'entends? Guillaume, tu m'entends? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Parfait, c'est bon, on t'entend parfaitement. Alors voilà, on reçoit Guillaume Allary, une maison qu'on aime beaucoup parce qu'on a déjà reçu des auteurs chez Allary, que ce soit Leila Bouirafa avec Tu mérites un pays, qu'on avait évidemment adoré, qui avait été primé par le Prix Vlil en 2022 aussi, et Denis Rossano, qu'on aime beaucoup aussi. Guillaume, voilà, tu vas nous présenter 2, voire 3 livres de la rentrée. Je ne sais pas si tu comptes parler de Charles Pépin, mais je pense que ça peut intéresser aussi des lecteurs. Quels vont être justement tes titres de rentrée? On a hâte de découvrir les 2 titres, même si évidemment beaucoup les ont déjà vus passer sur les réseaux sociaux, puisque notamment le dernier de Florent Oiseau a déjà marqué certains esprits. Alors, merci beaucoup. Je comptais parler de 2, mais du coup, je vais dire aussi un mot de Charles, que je viens de quitter la seconde, qui est en train de signer son service de presse dans la pièce derrière moi. Donc, comme ça, je pourrais dire un mot sur lui, qu'il entendra presque, peut-être. Les 2 romans dont je vais vous parler, en fait, c'est 2 auteurs qui sont dans la maison depuis le début, parce qu'en fait, la maison, on aime bien publier des auteurs qu'on découvre.
Et donc, c'est deux auteurs qui ont commencé dans la maison. Le premier, c'est Florent Oiseau. Et Florent Oiseau, il avait commencé, là, c'est son 5e roman, il avait commencé avec un livre qui s'appelait Je vais m'y mettre. Et en fait, pour la petite histoire, il avait juste envoyé quelques pages, enfin, il avait envoyé un texte où il y avait 70 pages à peu près. Et il m'a dit, je vous envoie pas la suite, voyons si ça vous intéresse. J'avais lu les premières pages et ces 70 pages, et je l'avais appelé pour lui dire, ça m'intéresse, je te publie, enfin je vous publie, je ne le connaissais pas, envoyez-moi le reste. Et en fait, ce qu'il ne m'a pas dit, c'est qu'il n'y avait pas le reste. Voilà. Et donc ensuite, il a fini par envoyer le reste du livre, donc qui est devenu Je vais m'y mettre, qui était son premier roman, qui est sorti il y a 7 ans maintenant. Et depuis, il a fait du chemin. Et en fait, ça fait partie des auteurs. Alors, moi, il me fait penser, il y a un côté, il y a un auteur que j'aime beaucoup depuis longtemps, en fait, que j'aimais beaucoup avant, d'ailleurs, qu'il ait beaucoup de lecteurs, que vous connaissez aussi, qui est Jean-Paul Dubois. Et en fait, Florent a beaucoup de côtés de Jean-Paul Dubois, parce que c'est une littérature à la fois très tendre et très drôle. C'est écrit par un homme et des hommes extrêmement romantiques. Et Florent a ça, et il a un autre point commun avec Jean-Paul Dubois, et aussi alors des hommes romantiques et des hommes assez feignants, en fait, qui se laissent énormément porter par les événements, par les autres, par les femmes qu'ils rencontrent, par les types avec qui ils prennent une bière à côté au bar, par les hasards de la vie. Donc, c'est des gens qui se laissent porter. Et Florent, dans tous ses livres, il y a ce même personnage à la fois très, très tendre et romantique et qui se laisse porter. Et dans celui-ci, vous allez voir pourquoi je fais le lien avec Jean-Paul Dubois, dans celui-ci qui s'appelle Tout ce qui manque, il y a aussi donc le personnage qui est une sorte de loser, mais très, très extrêmement sympathique, qui au début du roman vient de se faire plaquer par sa femme. Il se dit, ce qui est a priori une idée un peu saugrenue, mais finalement, lui, il croit énormément en la littérature. C'est une des rares choses dans laquelle il croit. Et il va partir dans une maison qui est en fait une maison de famille où il ne va jamais, perdu dans la campagne. Et il va se dire que la seule chose finalement qu'il sache faire, c'est d'écrire des romans. Et il va essayer d'écrire un roman pour récupérer cet amour. Le seul problème, c'est que lui, la façon qu'il a d'écrire des romans est beaucoup de se laisser porter, comme je vous disais, et donc d'écrire une vraie histoire d'amour, une trame avec des rebondissements, des choses, c'est pas vraiment son truc. Et à peine arrivé dans la maison à la campagne, en fait, il va croiser des gendarmes extrêmement lettrés avec qui il va beaucoup discuter et boire. Il va se retrouver dans un salon littéraire, scène qui a hurlé de rire avec le maire du coin. Il y a des histoires de chiens qui disparaissent. Il va commencer à essayer de résoudre ça. Il y a une Parisienne qui a quitté Paris, qui travaille dans l'art, qui à la soixantaine et a envie de redécouvrir un peu l'amour, et il en donne un petit peu. Bref, il se laisse porter par tous ces événements. La seule chose qu'il fait, alors il se met un petit peu à écrire, mais assez mollement. Et la seule chose qu'il fasse, c'est que cette femme qu'il a quittée, qui s'appelle Anna, en fait, adore le jaune. Donc la seule chose constructive qu'il fasse, c'est lui envoyer des photos de boîtes aux lettres, d'omelettes, ou de citron. Voilà, c'est à peu près sa seule occupation constructive dans les journées. Et le roman est en fait c'est un roman qu'il n'arrive pas à écrire, mais qui est finalement le roman qu'il va lui remettre à la fin. Donc ça, je ne vous dis pas évidemment comment ça se termine. Et pourquoi je fais ce lien avec Jean-Paul Dubois? Parce qu'il y avait tout le temps chez Jean-Paul Dubois ce côté désabusé et de l'amour, à essayer de reconquérir ou tomber amoureux, voilà, d'une femme, copine de sa femme, voilà, ou se faisant lourder. Voilà. Et l'autre point commun est que Florent, depuis le début, a eu la chance d'avoir un public. Donc, c'est intéressant que vous le sachiez pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des livres, voilà, à chaque fois, il y a 10 000 ventes en grand format. Il y en a au moins autant en poche.
Ce qui veut dire, quand on voit ça, parfois c'est un petit peu plus lu que par une personne, donc il y a au moins 20, enfin, on ne sait pas, 20, 25 000, 30 000 personnes qui le suivent. Et c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais ça veut dire que c'est une base de lecteurs, et c'est finalement un peu la base de lecteurs qu'avait Jean-Paul Dubois. Je vous raconte juste une anecdote personnelle, c'est que j'étais allé le voir, Jean-Paul Dubois, avec une autre casquette qui était une casquette de critique littéraire, juste avant la sortie de Une vie française. J'étais allé le voir à Toulouse et je lui ai dit, mais c'est super parce que vous avez plein de lecteurs, vous avez... Et il me dit, mais pas du tout, vous vous trompez, en fait, j'ai pas du tout plein de lecteurs. J'ai juste ma base de lecteurs, de fidèles, de librairies qui me suivent. Et donc, vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait, voilà, cette base-là, elle est stable, et puis j'arriverai jamais à en conquérir plus. Pour moi, c'est fini, j'en suis à mon 10e livre, c'est terminé, vous vous trompez, je ne pourrai plus faire de succès. Et en fait, j'arrête pas de penser à cette anecdote, parce qu'une fois que je suis rentré de cette interview, l'article est sorti, et c'est pas l'article qui a fait succès, mais il se trouve que c'est ce livre-là qui a fait de Jean-Paul Dubois l'auteur à succès, qui a ensuite eu le Goncourt quelques années plus tard. Et Florent, parce qu'il écrit et par ce destin, je pense, aura un destin avec à la Jean-Paul Dubois. Voilà. Je n'arrête pas d'y penser quand je lui dis. Je voulais juste aussi vous dire une chose sur Florent, c'est que un auteur comme lui, se laissant porter, il y a une chose qu'il ne sait pas faire, c'est trouver les titres. Alors, je vais m'y mettre, c'était dans les premières pages que j'avais lues, et donc je lui avais dit, mais ton livre s'appelle Je vais m'y mettre, d'un type qui s'y mettait jamais. Et celui-ci, il n'y avait pas de titre, donc on commençait à en parler, on ne trouvait pas, il me proposait des titres qui étaient vraiment sans aucun intérêt. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, en fait, si tu peux arrêter de me proposer des titres où je vois même la façon dont tu m'en parles que c'est pas le titre, que tu n'es même pas convaincu de toi-même. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que tu arrêtes de me proposer des titres. Et le jour où tu en as un, tu m'appelles. Ouais. Donc, j'ai eu un silence. Et en fait, il m'a appelé un jour en me disant, bah, alors, écoute, je te raconte une anecdote. J'étais dans un bar. Je parle à la personne à côté qui me dit, j'ai écrit un roman. Voilà. Où est-ce que tu en es? Il me dit, bah, tout est terminé. Et il dit, bah, c'est super, donc tout est bon. Il me dit, non, et le titre, c'est quoi? Et la personne lui dit, le titre, c'est quoi? Il dit, bah, ça, c'est tout ce qui manque. Et la personne lui a dit, mais est-ce que c'est pas ça le titre? Et donc, il m'a appelé jusqu'après, tout ce qui manque. Et tout ce qui manque parce que ce qu'il aime, c'est tout ce qui est en arrière-plan, le personnage, toutes les petites histoires, mais les détails de la vie, voilà, qui donnent le sel de la vie. Ça, c'est pour Florent, qui est un livre qui vous fera rire. Et un livre très tendre et qui vous fera rire. Le deuxième ne va pas du tout vous faire rire. Il est d'une tendresse immense et d'une humanité immense, mais il est sur un sujet beaucoup plus grave. Jérôme Collin, Jérôme, c'est son troisième roman. Il est aussi journaliste, il est belge. Et en fait, il se passe quelque chose depuis le Covid, en Belgique, comme en France, comme en Italie, comme en Espagne, comme dans malheureusement beaucoup de pays, les jeunes subissent le coup du Covid avec une augmentation des dépressions, voire des suicides. Et en fait, Jérôme est allé passer, la base du roman, c'est qu'il a passé plusieurs mois dans un centre où sont soignés ces adolescents qui sont suicidaires, dépressifs. Et il y a une explosion de ces cas-là depuis la fin du Covid. C'est une des conséquences qui est à la fois invisible mais réelle du Covid. Et on ne le sait pas forcément, moi je ne le savais pas. Il y a des centres partout en France, mais ils sont trop pleins. Et donc, toute famille qui a un problème et tout adolescent qui a un problème, vous n'aurez pas de place avant 6 mois, avec toute la violence que ça peut faire. Et les qui sont dans ces centres, ce ne sont pas des malades au sens des gens qui sont hors de la société, c'est des adolescents qui sont souvent extrêmement, qui peuvent être adaptés, mais qui ont été abîmés par des événements extérieurs, ou des adolescents extrêmement sensibles, extrêmement intelligents, qui ne sont pas forcément adaptés à la société de compétition scolaire, notamment, qui est la nôtre. Et cette population-là, Jérôme s'est immergé dans le milieu d'eux et il a rencontré une jeune fille avec qui il a noué une grande histoire d'amitié. Et cette jeune fille était très suicidaire. Pour vous dire, cette jeune fille, par exemple, était capable
d'avaler des lames de cutter. C'est quand ces populations, ces adolescents, quand ils veulent arriver à leur fin, sont capables de gestes qui sont à peine imaginables. Florent est tellement ému par elle, une jeune fille très, très intelligente, rien ne peut laisser penser qu'elle ait un problème quand vous la voyez. Ils sont devenus amis, donc il avait évidemment l'autorisation du psychiatre. Donc c'est un roman qui est né d'une immersion. Et à partir de là, il s'est imaginé lui, adolescent, enfin disons son personnage est un adolescent qui lui ressemble et qui tombe amoureux de cette jeune fille. Et le roman est une histoire d'amour compliquée, avortée, dans ce cadre très particulier qui sont ces centres psychiatriques où ils ne sont pas là où on met des gens fous, des gens malades, on met là des gens qui ont été cassés par leur environnement familial. Il y a évidemment, on peut avoir des jeunes filles qui ont subi un viol, souvent dans un univers familial, des jeunes garçons aussi, des gens qui ont subi des violences, des crimes, d'autres simplement qui sont inadaptés, qui ne comprennent pas pourquoi il faudrait jouer ce jeu social, jouer ce jeu de la compétition. Et ce sont des lieux où tous les sentiments se retrouvent exacerbés. Et ce personnage d'adolescent, lui aussi, c'est un point commun avec le personnage de Florent Oiseau, lui aussi croit beaucoup à la littérature. Et en fait, il lit Des souris et des hommes, et il essaye avec cette lecture, à la fois lui, de s'en sortir. Alors lui est arrivé là parce qu'il y a une forme de colère terrible contre le système scolaire. Et cette jeune fille, il essaie de lui montrer qu'il y a une humanité qui est désirable, qui est bonne, qu'il y a aussi des gens qui savent s'intéresser aux faibles, ou laisser pour compte. Mais elle exerce sur lui une fascination extrême. Et là, je peux vous dire ce qui n'arrivera pas à la sauver. Je peux même vous dire en fait le contexte tragique du livre, qui est qu'en fait cette jeune fille, un jour, le point de départ entre eux était on devient amis et tu me parles à condition que tu ne fasses pas comme tous les autres adultes qui me demandent de ne pas me tuer. Donc il a accepté ça, donc il ne lui a jamais dit ce qu'il ne devait pas faire. Et un jour, parce qu'elle rentrait le week-end chez elle, donc il l'a raccompagnée chez ses parents, et un jour, il l'a raccompagnée, et elle lui a dit un vendredi soir, lui, elle sort de la voiture, donc il lui dit, on se voit la semaine prochaine, et elle lui a dit, je suis pas sûr. Il avait craigné comprendre, et en fait, malheureusement, il avait raison, il n'est jamais revenu le week-end, et elle s'est suicidée. Avant ça, elle lui a dit, ce qu'on vit là, je veux que cette histoire, je veux que tu racontes moi, ça, donc tout ça est fait aussi évidemment avec l'accord de la famille, et que tu nous racontes, nous, on n'est pas des fous. Et en fait, on n'est pas des fous, on est des dragons. Alors pourquoi les dragons? Parce que c'est comme ça que eux s'appellent, le roman donc, qui s'appelle Les Dragons. Quand on rentre dans le centre, il y a marqué « Ici sont les dragons ». Et en fait, pourquoi ils s'appellent les dragons? C'est ceux qui viennent et qui re-rentrent dans ces centres. Parce que sur les cartes médiévales, les cartes marines, il y avait une partie qui était renseignée, là où les bateaux étaient allés, et une partie qui n'était pas renseignée. Et la partie qui n'était pas renseignée, il y a marqué Ixum Dragones, qui veut dire ici sont les dragons. Ce qui veut dire que là, dans cette partie-là, on ne sait pas ce qui est. C'est une partie d'obscurité, de crainte, on imagine des choses terribles, et en fait, ce roman nous emmène dans ces territoires qui est en fait à côté de chez nous, qui peut être le territoire où vont nos enfants, et qui est un territoire finalement d'une humanité et tout est décuplé, l'amour est décuplé, l'amitié est décuplée. Voilà, donc ça c'est le roman de Jérôme Collin qui est d'une immense tendresse, et vous l'avez compris, qui n'est pas, à la fin on pleure, on ne rit pas du tout. Et puisque j'ai 3 minutes, je peux dire un mot de Charles Pépin. Vivre avec son passé. En fait, il y a, je vais faire un lien avec
le livre d'avant, c'est qu'en fait, il y a des découvertes dans les neurosciences assez récentes. On a fait des progrès assez importants sur le fonctionnement de la mémoire et des souvenirs et du passé, comment il est stocké chez nous, comment il vit en nous. Et en fait, les neurosciences sont en train de se rendre compte que les souvenirs sont beaucoup moins figés et qu'on pouvait l'imaginer. Ils sont beaucoup plus mobiles, dynamiques, à réinterpréter qu'on pouvait l'imaginer. Il y a même, on sait, des faux souvenirs. Vous pouvez avoir des choses que vous n'avez pas vécues, mais qui sont fausses. Mais elles sont là, vous vivez avec. Donc, vous pouvez implanter des nouveaux souvenirs qui vont aller modifier les souvenirs d'avant. Toutes ces avancées ouvrent en fait des voies incroyables de retraitement à la fois du passé traumatique, donc là on peut revenir sur, alors comment on fait pour revenir sur une expérience traumatique pour la vivre le mieux possible, et bien au-delà de ça, en fait, ces découvertes remettent à l'ordre du jour des sagesses plus antiques, qui est de comment en fait vivre avec son passé, sachant que en fait il vaut mieux commencer à savoir le faire le plus vite possible. En fait, la seule certitude, c'est que plus on avance en âge, le présent lui file à la vitesse du présent. L'avenir, on ne sait pas combien de temps il va, mais il ne peut, par définition, il ne fait que diminuer. Le passé, en fait, lui, ne fait que grossir. Et en fait, vivre avec ce passé, chaque jour de plus en plus grand, de plus en plus lourd, de plus en plus pesant, il y a des façons, en fait, de le traiter, de le regarder en face, de ne pas essayer de le fuir, ça ne marche pas beaucoup. Voilà, donc c'est des éclairages philosophiques à partir de la littérature, du cinéma, appuyés sur ces recherches neuroscientifiques qui assoient beaucoup de ce que beaucoup de romanciers avaient pu entrevoir et beaucoup d'artistes avaient pu entrevoir. Voilà, ça sort, c'est pas dans la rentrée littéraire, évidemment, c'est un essai. Et ça sort, et si vous voulez écouter Charles, vous pouvez l'écouter à partir de la semaine prochaine, parce qu'il y a une émission sur France Inter sous le soleil de Platon, et pendant 1 heure, il interviewe une personnalité voilà, avec un angle philosophique. Donc, c'est 1 heure sur France Inter tous les matins à 9 heures. Voilà. Merci Florent. Guillaume, pardon. Mais Florent n'est pas loin. Guillaume, Florent n'est pas loin parce qu'on le recevra aussi à la rentrée littéraire le jeudi 7 septembre à 19 heures pour une rencontre qui lui sera dédiée aussi pour son ouvrage Tout ce qui manque. Et donc, j'en suis ravi, évidemment. Merci infiniment, Guillaume, pour cette présentation. Merci à vous tous. Merci Guillaume. À bientôt. Au revoir. Alors, on va enchaîner avec un troisième éditeur qui m'est tout autant cher et pour lequel mon attachement aux maisons d'édition indépendantes avait débuté. Il s'agit des éditions de l'Antilope avec Anne-Sophie Dreyfus et Gilles Rosier, qu'on reçoit à nouveau avec bonheur. Est-ce que Bonsoir Anthony, merci. Bonsoir. Oui, de nous recevoir. Bonsoir Anthony, Bonsoir merci de me recevoir et merci à toute l'équipe. Et avant de débuter, je voudrais avoir une pensée particulière et émue pour Batia Baume qui nous a quittés les jours derniers, qu'on avait reçu déjà il y a déjà 2 ans avec Laurence Sandrovitz dans une superbe rencontre qui était dédiée justement à la traduction de l'hébreu et du yiddish, une rencontre passionnante. Donc, on a une grande pensée pour elle. Elle va nous manquer, c'est évident. Et après cela, malheureusement, je vous passe la parole, Anne-Sophie et Gilles, pour nous présenter la rentrée littéraire de l'Antilope avec 2 livres qui vont sortir en brochet, un livre en poche chez l'Antilopoche. C'est dur à dire ça, en poche chez l'Antilopoche, mais j'ai réussi. Donc c'est à vous, Anne-Sophie et Gilles. Merci d'être là ce soir. Gilles, je te laisse la parole. Merci Anne-Sophie. Oui, effectivement, Batia Baume, ses obsèques ont lieu demain, donc on lui transmettra tes pensées devant sa sépulture. Alors, nous, on voulait vous présenter notre titre de rentrée on est très heureux d'accueillir à nouveau dans notre catalogue Jean-Pierre Gattegno. Nous avons publié en 2018, donc ça commence à faire un petit moment déjà, les aventures de l'infortuné marin Juan de Figueras. Et maintenant, nous publions L'étrange journée de Raoul Sevilla. Pourquoi est-ce qu'on est très heureux? C'est parce que d'abord, Jean-Pierre est un homme extrêmement sympathique, drôle, donc c'est un plaisir de travailler avec lui. Et la deuxième raison, c'est que c'est un formidable raconteur d'histoires. Et ça, les histoires, on aime. Il écrit des romans, des vrais romans,
où il se passe plein de choses et où il fait appel à son imaginaire, et ça, c'est extrêmement agréable. Alors, L'étrange journée de Raoul Sevilla, qu'est-ce que c'est? Ça se passe à Paris en 1960. C'est l'histoire d'un adolescent, d'un préadolescent qui est au collège, un collégien, qui subit du harcèlement de ses camarades parce qu'il est un crack en rédaction et que le caïd de la classe voudrait être le premier en rédac. Il n'y arrive pas à cause de Raoul et donc il harcèle ce pauvre garçon. Il le traite de sale juif, entre autres, mais pas seulement, de toutes sortes de choses. Et alors, d'un côté, il y a l'école, et de l'autre côté, il y a la famille. Alors, dans la famille, il est aux prises avec une vraie mère juive qui l'étouffe, qui, dès qu'il a la goutte au nez, s'imagine qu'il va avoir une septicémie, etc. Et un père qui mise beaucoup plus sur son frère aîné que sur lui, donc il ne se sent pas très soutenu par ce père qui souhaite pour lui qu'il devienne confectionneur au sentier alors qu'il rêve que son fils aîné soit médecin. Et donc, ce faisant, avec tout ça, Raoul décide de faire une fugue. Il habite dans une banlieue qu'il appelle Sambre-et-Meuse et il décide d'aller découvrir Paris. Il arrive par la gare du Nord, il va passer une journée à Paris où il va rencontrer toutes sortes de personnages plus étonnants les uns que les autres et disons pas clichés. Pour vous donner juste un exemple, il va s'attacher à un moment donné à une femme qui est une rescapée de la Shoah, et puis à un moment où avec laquelle il va avoir un début de relation sexuelle d'ailleurs, enfin en tout cas quelque chose de très érotique, et au moment où il s'assoupit, quand il se réveille, il se rend compte que la dame l'a complètement dépouillé du peu d'argent qu'il avait et de sa montre que ce qu'il avait eu à sa bar mitzvah. Donc voilà, ça avait l'air d'être une victime et puis finalement, elle n'était pas si gentille que ça, quoi. Et plein d'autres personnages. C'est drôle, c'est sensible, c'est aussi une photographie du Paris de 1960. Alors pourquoi 1960? En fait, Raoul Sevilla, comme Jean-Pierre Gattegno, est un garçon né dans une famille juive originaire de Grèce et dans laquelle on parle judo-espagnol et non pas yiddish, dans laquelle on mange des baklawa et pas du gâteau au fromage ou du strudel. Et 1960, c'est pour la France, avant l'arrivée de la grande immigration des Juifs d'Afrique du Nord, Tunisie, Maroc, Algérie. Et donc, les Juifs grecs et turcs, parce que c'est la même communauté qui était sur deux pays, en fait, c'est une communauté qui est complètement minoritaire au sein de la minorité juive, puisque le reste du judaïsme français, grosso modo, est un judaïsme ashkénaze. Ce sont les seuls séfarades, à part les Égyptiens, il n'y avait pas beaucoup d'Égyptiens, mais et en fait, on découvre aussi ce milieu qui est, à ma connaissance, pas très traité en littérature, un milieu assez singulier. Et c'est aussi un plaisir de découvrir ce milieu. Alors, il y a une partie de la famille qui est ashkénaze, donc il se moque gentiment des ashkénazes. Vous voyez qu'on n'est pas rancunier en Antilope, hein, parce que Anne-Sophie et moi, on est ashkénazes et on aime ça. Et voilà, donc ça fait un roman très prenant. Il y a aussi toute une réflexion sur la littérature, parce que Raoul Sevilla rêve de devenir écrivain, et que finalement, il a lu quelque part chez Camus qu'il faut regarder, il faut tout décrire en fait, tout noter pour pouvoir écrire des livres, donc il retient ça. Et finalement, son aventure d'une journée, il en fait son premier terrain d'étude pour écrire son livre, quoi. Donc, en fait, le livre s'écrit, c'est Jean-Pierre Gattegno qui l'écrit, mais c'est comme si c'était Raoul Sevilla qui l'écrivait. Donc, c'est aussi assez intéressant, cette espèce de mise en abîme. Et voilà, donc nous, on a aimé ce livre et on espère que vous l'aimerez également. Alors, moi, je peux juste intervenir. Enfin, mais je t'en prie, bien sûr. Je sûr. ne vais pas faire semblant de te poser une question. Je peux juste te dire ce que moi, j'aurais envie de dire sur Raoul Sevilla, qui est très attachant. Outre le fait qu'en effet, il rêve de devenir écrivain,
il était en effet très sous la tutelle de sa maman. Et c'est vrai que moi, j'étais très, très touchée par ce roman qui nous fait découvrir un enfant en 1960, enfin, qui donc ose fuguer de l'école. Et grâce à, je dirais, sans spolier, grâce à ce parcours dans Paris, mais aussi à la façon de Jean-Pierre Gattegno de raconter l'histoire, on est avec lui dans son évolution de l'enfant qui devient adulte. Enfin, j'exagère peut-être en disant adulte, mais vraiment qui va être beaucoup plus fort face à ses camarades qui le harcèlent à l'école. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Alors, on ne vous raconte pas la fin parce qu'évidemment, il y a une pirouette à la fin. Donc, il rêve d'être écrivain, c'est vrai. C'est drôle d'ailleurs parce que j'entends que dans cette rentrée entre le Tripode et Alary, ça fait maintenant plusieurs romans qui sont avec un héros qui lui-même souhaite devenir écrivain. Alors, conjointement, on fait paraître en poche celui qu'on avait publié en grand format il y a 5 ans, donc Les aventures de l'infortuné maran Juan de Figueras, qui paraît le même jour, le 31 août, dans la collection L'Antilope Poche. Alors, Anthony, tu disais c'est difficile à dire. Moi, j'étais vachement fier d'avoir trouvé ce nom pour le titre de notre collection. Hein, donc, on va essayer d'enchaîner poche et Antilope. Ah oui, d'accord. C'est ça qui est difficile. Ok, d'accord. Mais j'irai voir un orthophoniste, promis. Et donc, Les aventures de l'infortuné maran Juan de Figueras, on va en dire juste une phrase. C'est aussi un garçon un petit peu plus âgé, peut-être, mais que le père a mis en pension à Valence, en Espagne, sous l'Inquisition espagnole, et pour qu'il devienne curé. Et c'est une famille de marranes, donc de juifs qui ont été contraints de se convertir au catholicisme. Et finalement, il est très malheureux dans ce pensionnat, et il fait tout pour retourner chez ses parents. Il traverse toute l'Espagne pour les retrouver. C'est un roman picaresque où il arrive plein d'aventures. Jean-Pierre Gattegno adore raconter des aventures. Il a trois romans qui ont été adaptés au cinéma, donc c'est vraiment un raconteur d'histoire, quoi. Donc voilà, c'est un livre qui avait plutôt bien marché au moment de sa sortie, et on espère que avec la collection, sa sortie à l'Antilope Poche, il va pouvoir conquérir davantage de public. Et alors là, c'est Anne-Sophie qui va parler parce que le 20 octobre, on publie un livre incroyable. Alors oui, alors là, là tu m'obliges à intervenir, mais il y a quand même quelque chose, ce livre incroyable, j'aurais souhaité quand même que tu dises pourquoi scientifiquement il est incroyable, historiquement. Bon, alors je vais le dire, puisqu'après tout, dans l'étape, c'est moi qui suis spécialiste de yiddish. Je le dirais aussi, oui. C'est un roman courtois écrit en yiddish ancien et publié en 1594. Donc le yiddish ancien est au yiddish. Et publié où? À Vérone. Donc, le yiddish ancien est au yiddish ce que l'ancien François est au français. Donc, un livre en yiddish publié en Italie au Moyen-Âge, c'est pour ça qu'on trouve que c'est un livre incroyable, quoi. Et en plus, tout est écrit en vers. Donc, là, je te laisse la parole, Anne-Sophie, pour raconter comment est-ce que le texte est arrivé jusqu'à nous. Et alors, un roman courtois. Roman courtois, roman oui, courtois. Roman courtois parce que c'est un vrai roman. On dit aussi poème épique parce que c'est un poème, c'est-à-dire c'est vraiment écrit sous forme en vers. Et alors comment ce texte nous est arrivé? D'abord, ce texte a été redécouvert, même si les chercheurs yiddish, enfin spécialistes du yiddish, savaient qu'il existait parce que l'auteur Elia Levita est quand même très connu des chercheurs parce qu'il a déjà il a écrit un autre roman, pour le coup pas ni courtois ni poème épique, qui s'appelait Bovomais, qui s'appelle toujours Bovomais, qui est la référence du roman du Moyen-Âge. Et donc Elia Levita était déjà connu. Et ce même auteur, Elia Levita, donc, a écrit Paris und Vienne, donc en yiddish, ça se dit Paris und Vienne, en référence à Paris, la ville de Paris, et Vienne, la ville de Vienne en France, et dont les héros s'appellent
Paris et Vienne, en référence toujours à la ville de Paris. Enfin, c'est pas par hasard que ces héros s'appellent Paris et Vienne. En tout cas, les chercheurs en yiddish savaient que ce texte existait, sauf que il n'en avait été retrouvé que des extraits. Et c'est seulement à la fin du XXe siècle, je parle du XXe siècle, des années 80, c'est seulement à la fin des années 80 que le texte a ressurgi au complet dans une bibliothèque en Italie, justement, et en yiddish, donc de ce même Elia Levita. Et bon, ça ne concernait jusque-là que les chercheurs. Et puis, parmi les chercheurs, il y a aussi des chercheurs yiddish en France. Et notamment, il y a un chercheur en France qui s'appelle Arnaud Bicard, qui est agrégé, là c'est Gilles qui va m'aider, qui est prof à l'INALI. Il est normalien, agrégé et maître de conférence de yiddish à Languedoc. À Languedoc. Et il adore traduire. Et il adore traduire. Donc Arnaud Bicard, il a une bonne quarantaine d'années à peu près, et donc parmi ses travaux de chercheur, il s'est lancé dans la traduction de ce texte Paris sum Vienna de Elia Levita, et un jour, il l'a fait dans le cadre de ses recherches. Et un jour, il a contacté Gilles et il lui a dit voilà, j'ai ce texte-là au complet, traduit. Est-ce que ça t'intéresse? Et Gilles lui a dit écoute, à l'Antilope, on n'est pas susceptible de publier de la poésie, mais en soi, ça m'intéresse. Donc Gilles l'a lu et il a été tellement emballé par le contenu de ce texte. Alors Arnaud Bicard a traduit le texte yiddish, le poème épique, enfin le roman courtois, il l'a traduit en alexandrin, s'il vous plaît. Et en alexandrin… 6000 alexandrins, ouais. Plus de 6000 alexandrins. Et donc Gilles s'est laissé emporter par le roman courtois écrit en alexandrin. Donc, quand il m'en a parlé, évidemment, j'ai lu, j'ai découvert, je n'ai eu qu'une envie, c'est que nous le publions. Donc, voilà qui sera fait au mois d'octobre. Alors, Anne-Sophie, tu peux peut-être dire 2 mots sur l'histoire. Et puis, moi, je conclurai en lisant quelques vers, juste pour que vous entendiez la prouesse du traducteur. De Arnaud Bicard. Alors, l'histoire, c'est une histoire, alors je ne sais pas s'il faut dire à la Roméo et Juliette, parce que ça finit moins mal, s'il faut dire à la Tristan et Isolde, enfin, en tout cas, c'est vraiment un roman, c'est le roman, nous avons choisi donc de le traduire par Le Chevalier Paris et La Princesse Vienne, parce que Paris et Vienne, si on avait traduit en français mot à mot, ça faisait vraiment Paris et Vienne un ouvrage de tourisme entre Paris et Vienne. On ne savait pas si c'était en Autriche ou en France. Donc, on le précise, c'est Le Chevalier Paris et La Princesse Vienne. Et ça n'est pas Le Chevalier Paris, celui de Roméo et Juliette. C'est vraiment Le Chevalier Paris. Donc, c'est une histoire d'amour entre Le Chevalier Paris et La Princesse Vienne, sauf que La Princesse Vienne est inaccessible parce que son papa, évidemment, trouve que le chevalier n'est pas assez fortuné. Donc, de toute façon, il faut surtout pas que ce mariage se fasse. Donc, le papa fait tout pour que le mariage se fasse pas. La fille est absolument amoureuse de ce garçon, donc elle veut que ce garçon. Ce garçon, il voudrait bien, en effet, cette princesse, mais il sait bien que c'est pas abordable. Enfin, bref, une vraie histoire d'amour, mais dans ce contexte du Moyen-Âge, de ce poème épique, eh bien, on rencontre à la fois les Mamelouks, le sultan qui, un jour, le roi, le papa de la princesse Vienne, est emprisonné dans les prisons du sultan, et un seul chevalier va pouvoir venir sauver le roi qui est en prison. Je ne vous dirai pas plus. En tout cas, sans arrêt, il y a des aventures et c'est vraiment un vrai roman courtois. Il y a ce qui fait la marque de la littérature yiddish médiévale, c'est que c'est un thème qui a circulé dans toute l'Europe, qui a été écrit d'abord en provençal, traduit en italien. Elia Levita l'a récupéré de l'italien pour en faire une version yiddish, mais il l'a enjuivé aussi, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont juifs. Bon, tout ça est très syncrétique, mais il y a quand même un fond juif assez important. Et Elia Levita, ça a été le grand passeur de la Renaissance italienne au sein des populations juives d'Italie. Donc, il a aussi eu ce rôle. Voilà. Et puis, on va peut-être finir par quelques vers, vous voulez bien? C'est parfait. Alors ça, c'est le prologue. Hein. Le prologue s'intitule, et puis je précise qu'on a rajouté les gravures d'époque, hein, les facsimilités des gravures d'époque, parce qu'il y a des magnifiques gravures, et tout ça, et avec une frise autour, ça va être un très beau livre, qui sort un peu du format habituel de l'Antilope, d'ailleurs. Donc, il y a d'autres datés.
Voilà, qui est aussi l'idée de faire un cadeau de fin d'année. Le titre, c'est « Voilà, je commence mon récit, écoutez-moi, grands et petits ». Il était une fois un roi plein de richesses, ainsi s'ouvrent toujours les contes des commères, qui n'avait de pareil dans sa digne sagesse, son pays était grand et extraordinaire. Ce roi coulait des jours tout empli d'allégresse, il jouissait de l'amour et d'une paix entière, sa belle capitale était appelée Vienne, et on faisait le tour en un mois avec peine. Voilà, et ça continue comme ça pendant 6000 vers. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Est-ce que justement le format, est-ce que vous pouvez parler peut-être un petit peu plus du format? Vous avez dit que c'était justement un petit peu plus original sur la couverture. En effet, déjà, on voit la différence. Mais sur le format, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de plus particulier? Alors oui, absolument particulier, parce que en fait, le format, il est nos livres traditionnellement, enfin ça ne concerne que nous, ils ont un format de 13 sur 18,5. Alors ça veut dire 13 cm de large sur 18,5 de haut, et puis c'est un format, c'est notre format. Celui-là, il sera un petit peu plus grand, il fera 14 cm de large sur 20 de haut. Donc, et puis surtout, la couverture sera cartonnée, c'est-à-dire ce sera vraiment oui, comme un beau livre, sauf que à l'intérieur, ce sera vraiment noir et blanc. Et puis, la couverture, au-delà enfin, non seulement elle sera plus grande, mais en plus, le titre et le bord seront dorés, s'il vous plaît. On a mis du doré sur la couverture, comme les assiettes de la grand-mère Blimin. Voilà. C'est aux couleurs de Vlil également, c'est parfait. Ben voilà. Alors, il vous reste quelques minutes si vous voulez, parce que Claire Stavo de l'Arche n'est pas encore là, elle a des petits problèmes de connexion. Si vous voulez parler d'un roman qui sort un petit peu plus tard, peut-être que je sais que vous avez l'habitude parfois de publier un roman peut-être en novembre. Peut-être que ce n'est pas le cas. Mais... Alors non, mais en revanche, moi, j'ajouterais quand même bien quelque chose sur Paris sous Vienne, puisque tu nous demandais de préciser le format, enfin, donc le Chevalier Paris et la Princesse Vienne. C'est que c'est vrai que financièrement, évidemment, ça coûte un peu plus cher à faire. Et comme nous sommes petits et que voilà, que nous sommes qui nous sommes, eh bien, on s'est dit qu'on allait peut-être participer d'autres personnes que nous ne connaissons pas encore. Et donc, nous allons exceptionnellement lancer un crowdfunding juste pour la fabrication de ce livre. Voilà. Et ça, c'est vraiment, enfin, c'est les vieux que nous sommes se lancent dans quelque chose de tout à fait, en ce qui nous concerne, tout à fait inédit. Ouais, vraiment inédit. Très bien, très bien. Et on espère que ça va marcher. On espère on le teste comme ça. Pour nous, voilà. On en parler. Pour l'année prochaine, on n'a pas encore de façon précise définie. Enfin, si, on sait ce qu'on va faire, bien sûr. Oui, enfin, on vous dit quand même, pour ceux qui ont aimé Mottl, fils du chantre, qu'il y aura Mottl en Amérique, donc la suite. Et pour ceux qui ont aimé Voyage à rebours de Jacob Gladstein, ce voyage entre New York et Lublin en paquebot, il y aura la suite qui est le séjour de Jacob Gladstein à Lublin. Le retour en Amérique. Voilà, donc on aura deux beaux textes yiddish et plein d'autres surprises. Et il y aura aussi un texte traduit de l'hébreu quand même, de Jonathan Sagiv. Oui, le troisième volet des aventures du détective queer Tel Avivien, Oded Efer, voilà. Parfait. À Tel Aviv. Parfait. Merci infiniment à tous les deux. C'est toujours un plaisir de vous voir. Merci. Plaisir largement partagé. Ah ouais. Merci à tous les deux. Merci. Et donc, on passe à la 4e maison de la soirée. Et je crois que Claire Stavo est là à présent. Est-ce que tu nous entendais, Claire? Oui, c'est bon. J'entends et je vois presque tout le monde en faisant slider les visages. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Claire. Alors, c'est la première fois qu'on vous reçoit et on en est ravis, c'est un réel plaisir. Vous dirigez les éditions de l'Arche et justement, j'aimerais que vous nous parliez de ces livres qui vont animer la rentrée littéraire, mais peut-être en préambule, parler de la maison pour ceux qui ne vous connaissent pas, pour savoir quel genre, quel style littéraire vous abordez, quels auteurs vous préconisez également. Un petit récapitulatif de votre maison. Avec plaisir. Merci pour l'invitation et pour cette belle première édition pour nous chez vous.
Effectivement, l'Arche est une maison un peu particulière puisqu'elle a maintenant 75 ans. Donc, c'est une maison historique, disons-nous. Je l'ai reprise il y a 7 ans, en 2017. Et c'est une maison qui traditionnellement était versée dans les écritures dramatiques, dans le théâtre. Elle avait fait ses premiers pas avec avec Jean Vilar, avec des comités de lecture dans lesquels était Roland Barthes, ou voilà, vraiment Jean Vilar qui a travaillé à la décentralisation et puis vraiment à la constitution des CDN un peu partout dans le paysage français. Et les tout premiers livres de l'Arche sont des petits fascicules de théâtre qui sont vraiment des petits opus pour donner à lire à un public élargi des textes théâtraux qu'on considérait un peu réservés à une élite, qui était un petit peu synonyme, enfin la lecture théâtrale et la fréquentation des salles étaient considérées comme une passion ou un loisir bourgeois. Donc cette perspective de décentralisation et d'édition à l'Arche de petits textes en édition séparée puis en édition complète était vraiment là pour faire circuler les œuvres dramatiques et les donner à lire à un plus grand nombre. Donc, la maison a édité beaucoup de pièces. On a 800 titres au catalogue, beaucoup d'essais également, des essais surtout en théorie marxiste ou en sociologie, en esthétique évidemment, et théâtrale, mais pas que. On a des textes de Pina Bausch, par exemple, qui sont très beaux, des DVD, des textes de Tadao Ando, d'architecture, plus récemment du philosophe Teveleit. Voilà, donc on est un petit peu dans des domaines esthétiques et théoriques variés. Et puis, voilà, comme on le disait tout à l'heure, le théâtre est vraiment le cœur de métier de la maison. Et c'est la collection théâtrale historique et la collection scène ouverte. Voilà, je vous montre justement, c'est Jean Vilar. Voilà, ça c'est un petit peu notre format classique que les lecteurs et les lectrices connaissent un peu. Voilà, c'est le petit texte blanc qui forme et toutes ces parutions de Miano à Brecht, en passant par Sarah Kane, mais aussi Melchior, Lars Noren, Jon Fosse, forment vraiment un répertoire européen, international de référence. Voilà, ça c'est le cœur un petit peu, c'est l'épine dorsale, on va dire, la collection scène ouverte de la maison. Et quand j'ai repris cette maison, c'était en 2017, j'ai vraiment eu comme écho en librairie notamment, parce que j'aime beaucoup aller rencontrer les libraires. Ah oui, l'Arche, formidable, c'est une belle maison, oh là là, c'est un très beau catalogue, mais qui lit du théâtre ? Donc, c'était un peu perturbant parce qu'on reconnaissait la beauté du geste, en somme, mais on me disait également que le théâtre, c'était un petit peu quelque chose, finalement, Vilar se retournerait dans sa tombe parce qu'on me retournait finalement un petit peu le reproche d'élitisme, ou en tout cas, un petit peu cette crainte d'un théâtre qu'il faut apprivoiser, où on se dit toujours, il faut aller voir le théâtre pour le comprendre. Donc voilà, j'ai tenté un petit peu de décloisonner tout ça en faisant lire du théâtre, beaucoup, et beaucoup, les retours ont été « Ah oui, ça se lit comme un roman ». Donc voilà, c'était souvent ça qui revenait. Ce que je comprends, puisque c'est aussi une éducation un peu de l'œil, d'arriver à lire avec des répliques et des noms de personnages, c'est pas forcément aisé. Mais ça libère également, et puis on entend des voix. C'est très agréable de passer d'une personne à l'autre. On a l'impression un peu d'être multiple en étant un. Et puis, j'ai eu envie de lancer une nouvelle collection. Donc, je vais vous présenter les 2 textes ce soir qui font la partie de notre entrée littéraire, qui s'appelle la collection des écrits pour la parole. Alors, vous voyez que d'emblée, on se situe dans un entre-deux, entre l'écrit et le dit. Et cette collection-là, c'est Kay Tempest, la rappeuse, slameuse, poétesse, romancière, qui nous en a donné l'idée, l'intuition, l'envie, parce que son texte, c'était pas du théâtre, mais c'était pétri d'oralité. C'était pas non plus une épopée, mais on avait un style épique. C'était pas du roman, c'était pas du rap, c'était pas de la poésie, c'était un peu tout ça. Et on s'est dit, tiens, on assiste là à la naissance, j'ai l'impression, d'une forme nouvelle, ou en tout cas, on a eu l'intuition d'une forme singulière qui déroutait et qui, en même temps, il fallait y prêter l'oreille et pouvait vraiment être propre à déplacer, à dérouter et à plaire à vraiment un public élargi. Et on a eu envie de lancer une nouvelle collection qui, justement, actait cette balance constante entre le dit et l'écrit. Car le sous-titre de ce texte de Kay Tempest, je vous en parle un peu parce que c'est un peu sous son égide que se place la collection, et vraiment, le sous-titre est « Ce texte a été écrit pour être lu à haute voix ».
Donc, on est dans tout. On est dans l'écrit, le dit, la voix, la mise en voix. Donc, on reste dans le théâtre finalement, mais on est dans tout. On est dans des formes plus complexes. Et cette collection, pour moi, c'est vraiment une collection transfuge, transgenre. Mon désir est vraiment de dire, parce qu'en librairie, j'ai toujours eu l'impression, quand j'entrais dans une librairie, que la littérature était toujours en rayonnage et devait correspondre à un étiquetage, mais qui correspond à évidemment des impératifs économiques et puis même de classement pratique en réalité. Mais voilà, elle était souvent étiquetée et que cet étiquetage induisait aussi l'écriture. En tout cas, pouvait être un vecteur finalement d'asservissement du style des autrices et des auteurs à une forme. Et on s'est dit, mais cette collection-là, on a envie qu'elle soit libre, qu'elle soit détachée vraiment de toute assignation littéraire, de toute forme, de tout canevas. Elle va explorer les marges, elle va mêler. Là, on a eu, par exemple, Alice Zeniter. Vous l'avez sûrement... je me retourne, est-ce qu'il est dans mon panel? Parce que je vous ai fait une petite composition avec maintenant les 15 titres de la collection. Alice Zeniter, on est dans un seul en scène, donc c'est théâtral dès le départ, mais elle fait une fausse conférence de narratologie qui est un pamphlet féministe pour questionner la place des femmes dans la littérature. Et on oscille sans arrêt d'une forme à l'autre. Et finalement, c'est quelque chose de très vivant, de très oral, de dynamique, qu'on a envie de mettre dans sa bouche et de dire et de transmettre et de faire dire, de donner du coffre finalement pour dire cette littérature, de la transmettre. Donc ces textes-là sont des sortes de performances d'écriture destinées à la mise en voix, mais on peut tout à fait les lire dans sa tête et en rester à une expérience cérébrale mais sonore. Vous le verrez en découvrant ces textes-là, ou pour certains qui les connaissent. Ce sont des textes écrits pour être lus, qui sont signés Audre Lorde, Anne Carson, Kay Tempest, Alice Zeniter, Gauze, plus récemment, qui nous a dit « c'est ma collection désormais ». Enfin, il édite encore au Nouvel Attila, rassurez-vous. Mais ces textes, un peu hybrides, entre plusieurs formes, narratifs, en même temps oraux. Il a envie de les éditer dans cette collection qui lui donne toute latitude pour explorer des formes et des expressions. Et c'est un peu hérité du spoken word, évidemment, vous l'aurez compris. Et on est vraiment dans une forme aussi très politique, puisqu'on est proche du manifeste, du pamphlet, la plupart du temps. Et j'en viens donc à ce texte que vous avez donc sur votre gauche, qui est le premier texte qui sortira le 18 août. Je vérifie ma petite note, le 18, c'est ça, dans la collection, qui s'appelle « Écrit pour la parole ». Et en réalité, là, on marque un petit coup. C'est vraiment le texte, c'est un peu l'anniversaire, disons, de la collection. Pour le 20e titre, on sort le texte canonique, le texte finalement éponyme, qui a donné le nom à la collection, qui l'a inspiré en tout cas, de Leonora Miano, qui s'appelle « Écrit pour la parole ». Et quand on l'a édité dans la collection Scène ouverte, il y a maintenant 12 ans, ce texte-là, évidemment, a été remarqué, a été lu, mais essentiellement par un public théâtral, par un lectorat habitué aux scènes de théâtre. Et là, on a vraiment l'idée de le sortir vraiment des coulisses du théâtre, le faire accéder à un public élargi, parce que ces textes sont de vrais petits pamphlets poétiques, historiques, littéraires, qui ne sont pas destinés au seul théâtre, même s'ils ont pris souvent la forme d'expression, ou si les scènes de théâtre ont abrité leur lecture. Donc on est vraiment dans une constellation, dans ce texte-là, donc une constellation de récits, d'hommes politiques, de femmes afrodescendants, tous afrodescendants français, afrodescendantes, qui racontent leur vécu d'hommes et de femmes noires françaises et les violences, bien souvent, subies dans la sphère politique, dans la sphère professionnelle, dans la sphère intime, dans la rue, la plupart du temps, et la façon dont les mécanismes de domination se retrouvent à l'œuvre dans le langage, dans les adresses, dans les représentations des personnes avec qui ils cohabitent, qu'ils croisent, auxquelles ils sont, sous la domination desquelles ils se trouvent la plupart du temps, malgré eux et malgré elles. L'invisibilisation aussi dans les récits nationaux. Vous verrez les pages blanches de l'histoire, les discours oubliés, vraiment les récits manquants, comme on dit dans l'histoire de France. Ce sont souvent des voix de femmes. Dans la deuxième partie, la deuxième section, c'est « Femmes in the City », après « Un tranquille ». Et dans « Femmes in the City », on a vraiment des petits récits de femmes noires françaises qui racontent souvent leur naissance, leur enfance, leur vie de femme.
et raconte ses quêtes de justice, d'égalité, d'amour, de reconnaissance et de connaissance de soi, surtout, loin des clichés et des stéréotypes véhiculés par les héritages, par l'histoire et par les institutions. J'ai envie de vous lire un tout petit extrait pour vous montrer finalement de façon un peu performative la façon dont on peut entendre en lisant ces textes soi-même. Afropéa. J'habite un terroir intérieur, un espace sans limite, 3 langues, l'écho de 4 cultures. J'habite des ancêtres multiples, une parole propre, centrale parce que périphérique, porte mes cicatrices avec élégance, ne revendique pas, affirme, dit tranquillement, je suis. Ne cherche pas ma place, la crée, la tienne aussi. Je suis. N'éprouve ni crainte, ni haine. Je suis ni haine, ni crainte. J'écris les pages de mon histoire, la tienne. Mets du piment dans ma blanquette, aime mon rôti avec de l'igname, mon tartare avec des plantains frits. Connais le passé sans y séjourner, sans le sacraliser. Apprends du passé pour tracer ma voie. Je suis une voix. J'habite un terroir intérieur. Je suis une position, pas une posture, une vibration, un souffle, une émotion, un appel, une conjonction, une intense intention, l'heureux événement. Je suis une donnée complexe, flexible, une attitude symbolique, politique, une concrète, contrée, immatérielle, fructueuse, une terre sans bornes, fertile. Mes frontières assemblent, ne séparent pas, assemblent, ne tranchent pas, assemblent, ne découpent pas, assemblent, ne mutilent pas. Je marche devant le jour qui vient, je suis la beauté qui se fait, je suis un inachèvement, je suis un apaisement. Et tout ça, c'est un bloc de texte. On a hâte d'entendre Claire Stavo écrivain maintenant. Non. Je transmets la parole des autres. Je suis incapable, en dehors des 4e de couverture, je suis incapable d'écrire. Et c'est bien, c'est un casse-tête vraiment pour les éditeurs. C'est pas facile un 4e de couverture parce qu'il faut donner la substance sans tout révéler, donner envie. Et c'est un exercice, je trouve, d'écriture ardu, mais aussi bien réjouissant. En tout cas, je m'arrête là, mais j'adore lire les textes des auteurs et des autrices. Et puis voilà, c'est un peu notre domaine, le théâtre, donc on aime les transmettre. Voilà, donc ça, c'est le texte de Leonora Miano, qui est un texte vraiment, vous l'avez entendu, qui est très beau, qui mérite d'être lu, dit pour soi-même, pour les autres, et pour les autres surtout. Et c'est vraiment, voilà, elle écrit pour cela, Leonora, pour la parole, pour la poésie. Elle est vraiment influencée par la poésie du Black Art Movement américain, qu'elle a beaucoup lu, entendu. Donc, il y a du jazz, il y a du rap dans son écriture, et elle est vraiment imprégnée de musicalité. Ça me fait penser beaucoup à Lisette Lombé, complètement. La manière dont vous le dites. Tout à fait. Ah oui, Lisette. D'ailleurs, elle a fait partie du recueil des lettres aux jeunes poétesses, Lisette, qu'on a fait dans cette collection-là. Et le texte de Lisette est sublime. C'est vraiment un très beau texte. Mon étincelle, adressée à sa fille. Elle aime particulièrement. Oui, moi aussi. Poétesse nationale belge, Lisette, depuis quelque temps. C'est très beau. Ensuite, il me reste 5 minutes. Je vais vous parler de... C'est bon, on est dans les temps, Anthony, je peux... Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Ensuite, j'aimerais vous parler de Charbon. Charbon, c'est l'autre texte que l'on a prévu pour vous, lectorat, pour la rentrée, qui est un texte d'Audre Lorde, un recueil de poèmes. Alors là, on est plutôt dans la poésie assez classique formellement, disons, puisqu'on est dans la strophe, pas forcément la rime, mais en tout cas des jeux d'écho, des jeux sonores. Et Audre Lorde, c'est une immense poétesse afro-américaine qui a vraiment été une figure de proue du mouvement féministe intersectionnel, queer, lesbien, américain, à la confluence des luttes dès les années 70. Et elle est vraiment icône du mouvement féministe noir américain. C'est les éditions Mama Mélis en Suisse qui ont édité Sister Outsider, notamment, que vous connaissez peut-être, qui est un très beau texte, un essai entre l'essai et la poésie, parce qu'elle écrit sous toutes les formes. Et Audre Lorde est née en 1934. Donc, elle est décédée du cancer assez jeune. Et elle a été à New York, bibliothécaire. Elle a essayé d'exercer, d'être professeure, mais elle n'a pas eu de reconnaissance institutionnelle, disons, de son temps, du fait de sa couleur de peau et de son homosexualité. Donc, elle s'est adonnée à des lectures publiques, elle a été militante, elle a vraiment œuvré pour la défense des droits civiques noirs américains et des droits des femmes et des lesbiennes. Et au début de ces séances de lecture publique, elle aimait beaucoup dire « Je vous parle en tant que poète noire, féministe, lesbienne, mère, guerrière, professeure et survivante du cancer. » Donc, elle était vraiment à l'intersectionnalité totale et la confluence des luttes sociales,
parce que le médical, évidemment, dans la précarité, c'est aussi une forme de lutte sociale, survivre d'un cancer. Elle est, donc voilà, c'est vraiment une figure iconique, elle est une figure de référence pour les afrodescendants, les afrodescendantes et les artistes. Récemment, Virginie Despentes, quand elle est allée à la grande librairie, a dit, quand elle a confié sa petite bibliothèque, je sais plus, je crois qu'ils appellent ça la petite bibliothèque, a dit, voilà, a confié à Augustin Trapenard que son livre de chevet, c'était La Licorne Noire. Et La Licorne Noire, c'est celui qu'on a édité il y a 2 ans. Tout premier qu'on a édité. Donc, vous voyez le côté miroir avec cette fois-ci l'autre côté du visage et le bleu, puisqu'on est dans des œuvres miroirs. Donc, après La Licorne Noire, celui-ci, Charbon, donc Cole, est son tout premier recueil qu'elle a publié en 1976. Et dans ce recueil-là, donc elle se lance comme poétesse en publiant voilà, chez Norton & Co, donc une grande maison. Et c'est cette maison américaine qui a publié tous ses recueils par la suite. Elle explore toutes les facettes de sa personnalité, de son identité, comme je vous le disais, lesbienne, guerrière, poète, à travers l'image du charbon, d'où ce titre, qui devient diamant. Donc on est vraiment dans la reprise de l'allégorie symboliste de « tu m'as donné ta boue, j'en ai fait de l'or ». Et en même temps, on y mêle des luttes sociales, des luttes politiques. Et c'est vraiment la transmission, la question de la mémoire qui sont au cœur de ce recueil, dans ses adresses aux enfants, aux femmes, aux jeunes, à la jeune génération, aux enfants, aux jeunes noirs américains qui sont tués par la police. Écho aujourd'hui, troublant, perturbant, intolérable, et qui pousse à l'émancipation de toutes et de tous par l'affirmation de ces identités. Et pas d'une seule identité, mais de ces identités, de toutes ces facettes, des facettes du diamant, de le polir. Et elle montre, 2 ans avant La Licorne Noire, qui est un de ses recueils les plus connus, Cole montre clairement la montée en puissance de la poétesse par la prise de parole, qui est une parole politique toujours, engagée, militante. Et c'est un outil, évidemment, pour l'art de la poésie, pour repenser les luttes et les articuler au corps social et dans les rapports différents rapports d'oppression des sociétés occidentales contemporaines. C'est vraiment une grande poétesse que je vous invite à découvrir. Tout récemment, la maison Les Prouesses a édité, puisque je suis là aussi pour défendre les autres maisons indépendantes, Les Prouesses, qui est une jeune maison, a édité un magnifique recueil, une anthologie de poèmes qui sont illustrés également, préfacés par Maboula Soumaoro, et qui sont voilà, un petit recueil comme ça de 200-300 pages sur toutes les périodes. Et nous, à l'Arche, voilà, on publie chaque recueil sur le long terme, en allant dans chaque époque, chaque poétique. C'était vraiment un souhait de ma part. Et autre chose importante, on le publie en bilingue. Voilà, on a des cette fois-ci, c'est en vis-à-vis, mais chez Kate Tempest, plus récemment, à la rentrée précédente, d'octobre dernier, on l'avait publié en quinconce. D'un côté, on avait l'anglais, voilà, le poème en anglais, qui était un long slam, et de l'autre en français. Parce qu'on n'était pas sur des identités fermées, des petits poèmes sur la page, mais on était dans un geste poétique ample et long. Donc, on ne voulait pas saccader le rythme et laisser chaque poème se déployer dans chaque langue. Voilà. C'est parfait. Merci infiniment, Claire, pour cette Merci à vous. Pour cette pièce théâtrale. On aurait pu appeler ça une pièce théâtrale. Merci infiniment, Claire. On a hâte de vous retrouver une prochaine fois parce que, clairement, en tout cas, votre lecture était une fois de plus magnifique. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Belle soirée à tout le monde. Belle rentrée. Bel été avant. Merci, Claire. Alors, on va continuer avec une 5e maison d'édition qui est bien connue de Vlil, avec notamment Oui, je la vois. Nadège, est-ce que tu es là d'abord? Je suis là. Bonsoir à tous. Parfait. Je disais que les éditions Agulot ont été à l'honneur en 2021 pour le prix Vlil parce qu'ils ont été l'éditeur de l'année, et avec Yann Lespoux également qui a été lauréat la même année. Et cela n'aura échappé à personne. Il va également sortir un nouveau roman à la rentrée. On est déjà très excités à cette idée. Ce sont les éditions donc Agulot avec Nadège Agulot qui est la cofondatrice de la maison, qui va vous donner quelques pistes sur les prochains romans qui sortiront en août et septembre. Nadège, c'est à toi, on est ravis de te retrouver. Merci à tous et merci d'être là. Alors évidemment, tu m'as déroulé le tapis pour présenter notre premier titre qui sort donc le 24 août, qui est Pour mourir le monde, le premier roman de Yann Lespoux, après le recueil de nouvelles que probablement certains d'entre vous ont vu passer,
Presqu'île, qui a été étonnamment, qui a eu c'était un premier recueil de nouvelles et donc qui parle du Médoc et qui a en fait eu pas mal de succès. Suivant ce succès en librairie, on a demandé à Yann ben voilà, qu'est-ce qu'il avait encore dans les tiroirs. Du coup, voilà, il nous a parlé de ce projet de roman historique d'aventure, donc Pour mourir le monde, qui se passe au XVIIe siècle et qui va suivre trois paires de héros dans trois endroits différents du monde. Donc, on va suivre une héroïne, Marie, qui, elle, est dans le Médoc. Elle va se rendre à Bordeaux et puis je ne vais pas tout raconter, mais elle va tuer un homme et du coup, elle va devoir se cacher au fin fond de la forêt du Médoc, au milieu d'un genre de communauté de pilleurs d'épaves. Donc voilà, ça c'est une héroïne forte du livre. Ensuite, on a un deuxième héros, Diogo, qui lui a été… Alors attendez, parce qu'il y a trois paires de héros, il ne faut pas que je confonde. Alors Diogo, lui, ah oui, c'est ça. Il est orphelin, il a perdu ses deux parents et il s'est engagé dans la guérilla portugaise. Donc lui, il est donc au Brésil. Et ensuite, vous avez Fernando, qui lui est un soldat portugais et qui va, enfin tous ces personnages de toute manière vont voyager entre les différents pays du commerce de l'époque, entre les Indes, le Brésil, l'Espagne, le Portugal. Et donc ce troisième qui est donc sur la route des Indes. Alors, ce sont des héros qui sont des anti-héros. Ce sont des héros qui sont issus de la classe populaire de l'époque. Hein. Donc, on va suivre un peu leurs aventures. Et à côté de ça, évidemment, on va voir les nobles de l'époque, les capitaines de bateaux, parce qu'en fait, c'est aussi un roman qui est très maritime, puisqu'on va suivre finalement ces voyages sur des bateaux au XVIIe siècle. Qu'est-ce que c'était que de voyager sur des bateaux au XVIIe siècle pour récupérer des épices d'Inde, aller chercher de l'or au Brésil. Et évidemment, les pays européens, il y en a beaucoup sur le coup, donc il va y avoir aussi le Portugal, l'Espagne, etc., ce qui va donner lieu à des batailles navales épiques. Et donc voilà, c'est un grand roman d'aventure maritime, historique. Yann a beaucoup recherché les archives de l'époque, etc. Et donc il y a beaucoup de… c'est un mélange, si vous voulez, les héros sont des personnages fictionnels, évidemment, mais les nobles, les capitaines… les prêtres, les missionnaires sont réels, ainsi que les bateaux, ainsi que certaines batailles. Et en fait, il raconte, hein, parce qu'en fait, le livre s'ouvre par une scène de naufrage, donc dans le Médoc. Et donc, c'est un naufrage portugais qui s'est vraiment passé en 1627 sur la côte landaise, entre le Médoc et les Landes. Et donc, il a retrouvé toutes ces archives et donc, il est parti de là pour bâtir ce roman qui est vraiment très luxuriant, très riche de détails, qui emporte aussi dans ces aventures. Évidemment, Pour mourir le monde, c'est une époque aussi où on meurt beaucoup. Donc, évidemment, tous les héros, voilà, selon les héros, il faudra voir ce qui se passe. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de survivants à la fin. Mais voilà, finalement, ces trois héros, à un moment donné, vont se retrouver. Et le personnage, par exemple, de l'héroïne, Marie, est très intéressant parce qu'on voit déjà que c'est une femme libre, même à l'époque, voilà, qui sait tenir tête aux hommes et qui va chercher aussi vengeance dans ce milieu d'hommes et de ce qu'on appelait voilà, les pilleurs d'épaves, les résineux au milieu voilà, il cultive, enfin, il cherche à récupérer de la résine dans tous ses pains, etc. Et donc, voilà, la couverture, c'est une carte géographique de l'époque.
qui montrait un peu tout ce monde de voyage commercial et et voilà, tous les morts aussi qu'il pouvait y avoir en chemin. C'était des voyages périlleux que ce soit sur les bateaux, quand on arrive à une destination où les locaux ne vous accueillent pas forcément à bras ouverts, donc sur les bateaux, la maladie, etc., les naufrages. On pourra voir aussi que donc il y a quand même pas mal de naufrages aussi dans le livre, et quand on arrive, par exemple, quand le bateau arrive dans le Médoc, les naufragés sont pas forcément bienvenus, non. Enfin, les survivants ne restent pas survivants des fois longtemps. Et donc, c'est vrai que donc voilà, en plus, pour nous, c'est vraiment, notre titre de rentrée, hein, donc c'est en agulo-fiction. Du coup, c'est vrai qu'on a aussi prévu de faire une édition. On a fait une édition qui sort un peu de notre... alors, on est sur le même format, mais on est un peu sur une identité visuelle qui est différente, parce que normalement, nous, nos deux identités visuelles, agulo-fiction, agulo-noir, se décline, c'est toujours la même identité visuelle, mais qui se décline selon les titres. Pour celui-ci, on a fait quelque chose de spécial. Alors, je vous montre, on a fait une jaquette, donc, qui est une carte. Et puis dessous, on a pris des illustrations de l'époque. Et là, si vous voulez, c'est une édition qui est en papier brut, en fait, pour rappeler un peu les livres de l'époque. Donc, on a, alors, je ne sais pas si vous voyez, hop. Alors, on voit très bien. C'est sur un bateau, justement. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que vous suivrez Yann dans avec ce premier roman et ce second texte qui est différent du premier, hein, évidemment, mais on sent, il y a encore cet humour un peu noir. Effectivement, c'est un très beau livre. Merci. Il y a encore cet humour un peu noir qui nous a fait découvrir dans Presqu'île. Et évidemment, il parle encore de sa région. Et c'est vrai que c'est vraiment une plongée, une remontée dans le temps. Par exemple, il va aussi parler de Bordeaux. Pour ceux qui connaissent un peu Bordeaux, du château Trompette, qui n'existe plus. Enfin, vraiment, il va décrire les mœurs et coutumes de l'époque. Il y a aussi un peu d'amour, il y a beaucoup de batailles. Voilà, donc il y a des batailles navales épiques avec des canons, enfin, et des naufrages aussi. Et comment ça se passait à l'époque. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce titre ? Alors non, moi j'avais justement la question de l'humour, parce qu'en effet, il nous avait clairement séduit aussi avec l'humour, le côté corrosif de Presqu'île, et ce n'est pas forcément évident à retranscrire dans ce genre de récit-là. Donc tu as répondu en partie à la question sur le fait qu'il continuera à nous faire rire aussi malgré tout. Voilà. Après, ce n'est pas le but premier du livre, hein, quand même. C'est vraiment plus l'aventure. Mais effectivement, disons qu'il a un humour très fin. Et donc, dans certaines situations, il va créer des situations qui sont humoristiques. En fait, c'est un livre qui est très visuel. En fait, on le verrait bien adapté au cinéma, quoi, hein. C'est vraiment un beau livre d'aventure. Et d'ailleurs, je te le dis, on a réussi à trouver une date pour Yann Lescaut. Ça y est. Oui, ce que j'allais dire, ouais, qu'il voilà. sera avec vous en septembre. Ouais, le mardi 5 septembre à 19h, on recevra Yann Lescaut pour notre plus grand bonheur. Voilà. Il est très en demande à la rentrée, donc il se pourrait qu'il soit pas loin de chez vous à un moment donné. Parfait, parfait. Mais c'est vrai qu'il a une rentrée très, très dense de ce que j'ai cru comprendre. Tout le monde se battait un petit peu pour l'avoir, et on le comprend. Après le succès de Presqu'île. Voilà, c'est bien que ce soit un auteur qui s'installe et on est très content pour lui. Et voilà, c'est une belle histoire. Et donc, ça, c'est le premier. Oui, c'est le premier. Le deuxième, donc, qui n'est pas encore imprimé, mais voilà, qui fait partie de Agulo Noir, qui s'appelle Le Prince. Qui est le troisième roman de Magdalena Paris, donc, qui est une autrice germano-polonaise et qui a déjà écrit et dont on a déjà publié 2 romans, 188 mètres sous Berlin et Le Magicien. Donc, c'est son 3e roman chez nous. Donc, un mot sur l'autrice. Donc, Magdalena Paris, donc, c'est une
C'est une autrice qui est née en Pologne et qui, à 12 ans, a quitté la Pologne pour suivre sa mère en Allemagne. Et ses écrits, ses romans, sont à la fois un mélange de politique fiction, de romans noirs. Et moi, ce que je trouve super intéressant chez elle, c'est qu'elle s'attaque à des sujets qui, normalement, on pourrait croire sont réservés aux hommes, notamment l'espionnage et tout ce qui est donc politique fiction, et ce genre le genre dont elle écrit, dans lequel elle écrit, finalement, elle va avoir une vision. Elle va parler, par exemple, de l'histoire, de la politique allemande, mais avec cette vision polonaise. C'est-à-dire que même si ça fait maintenant 45 ans qu'elle vit à Berlin, elle écrit encore en polonais. Et dans tous ses romans, il va y avoir quand même cette idée d'échange entre l'Allemagne et la Pologne. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que n'étant pas née en Allemagne, mais ayant émigré en Allemagne, elle juge, enfin, elle analyse l'histoire allemande avec les yeux d'une personne qui n'est ni allemande et qui n'est pas allemande. Et donc, je trouve que c'est vraiment un regard européen qui est hyper intéressant. Et nous, c'est vrai que depuis 2021, on se consacre maintenant que à la littérature européenne et que c'est vraiment pour nous un regard qui est vraiment intéressant, Magdalena Paris, justement sur cette histoire européenne. Donc, en fait, Le Prince, c'est un thriller politique qui va aborder en fait ce mythe qui voudrait qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une armée secrète avait été constituée par d'anciens nazis au cas où l'Union soviétique envahirait l'Allemagne ou s'il y avait une guerre civile. Et donc voilà, elle va reprendre ce thème, mais au jour d'aujourd'hui. Donc elle va imaginer une armée secrète qui serait pensée, en train d'être construite dans l'ombre, une armée de l'ombre en fait, avec des industriels, des politiques, des généraux de l'armée, etc. Donc voilà, on va suivre. En fait, il y a deux héros. Il y a une héroïne qui est une journaliste qu'on avait rencontrée dans Le Magicien, et donc aussi un policier qui était aussi dans Le Magicien. Et tous les deux, plus leurs collègues, vont essayer Enfin voilà, il y a des choses qui commencent à se passer dans la société allemande à Berlin, et cette journaliste va s'en emparer et va en tirant les fils, va se rendre compte qu'il y a quelque chose d'important et de grave qui est en train de se passer dans les coulisses du pouvoir et qui s'organise autour d'un prince qui serait donc voilà, celui autour duquel s'organiserait cette armée secrète qui prévoirait de reprendre les rênes politiques de l'Allemagne. Donc, on va aussi rentrer dans les sphères des services secrets, etc. On a le pouvoir politique visible et la ligne derrière qui ont beaucoup de pouvoir finalement dans le pays, mais qui travaillent avec le gouvernement. Et à côté de ça, vous avez un peu cette armée secrète qui est en train de se créer. En fait, le livre commence, on retrouve un prêtre crucifié dans une église. Donc, c'est vraiment, ça commence comme un thriller. Mais voilà, après, ce qui l'intéresse, c'est vraiment de décortiquer un peu les arcanes du pouvoir officiel et officieux. Donc voilà, et voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez des questions à propos de ce titre? Alors, pour l'instant, non. Mais en tout cas, ça donne envie parce que ça a l'air extrêmement dense, tant sur le fond que sur la forme. J'ai l'impression, en tout cas.
512 pages. C'est un vrai bon gros thriller à lire à la rentrée. Combien? 572 pages? 512. Ok, ok, très bien, parfait. Merci Nadège, merci infiniment et une belle soirée à toi. Merci pour ces deux titres dont on a envie de... Oui, pardon, dis-moi. Je voulais remercier, on avait 3 étudiantes là au bureau, donc 2 qui sont parties aujourd'hui et qui sont là, mais elles sont masquées. Alors, je vais quand même leur dire bonjour et merci de leur travail à la maison. Donc, il y avait Eva et Caroline et Lilou qui est là aussi encore pendant une semaine. Donc, voilà, des jeunes étudiantes qui sont venues nous aider pendant 1 mois ou 2. Et merci à vous tous. Et puis, bonne lecture donc pour la rentrée. Merci Nadège. Merci. Au revoir. Alors, au revoir Nadège. Alors, on passe à la dernière et 6e maison d'édition. Ce sont les éditions du Penseur avec son fondateur Jérémy M. Est-ce que tu es là, Jérémy, dont on aime particulièrement le discours engagé? Salut Tu Anthony. m'entends? Ouais, tu m'entends? Tout va bien? Parfait, Ok, parfait. bah, super. Bah, merci pour cette invitation. Merci à toutes et tous d'être encore présents avec l'heure avancée. Je vais essayer d'être léger, frais. Et je voulais surtout féliciter tous mes collègues précédents. C'était très inspirant et la rentrée littéraire risque d'être très, 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 très belle. En espérant aussi que nos productions sauront apporter leur pierre à l'édifice. Et donc, du coup, qui dit rentrée littéraire dit rentrée des classes. Voilà, malheureusement, on ne peut pas s'astreindre des contingences de la vie réelle. Et notre livre, bah, justement, va vous proposer de vivre une expérience un peu unique en littérature. C'est de suivre le parcours d'une apprenante dans une formation en bûcheronnage et qui sera le 2e roman d'Anouk Lejzik, dont on avait fait paraître le premier en janvier 2022, Félix Sylvestris, voilà, qui était le roman vert de notre rentrée littéraire de janvier de l'année dernière, et son 2e, le livre Orange. Et du coup, qui dit rentrée des classes dit forcément liste de fournitures. Hein, donc, il faudra sortir équipé pour lire ce bouquin. Donc, en premier lieu, chaussures de sécurité. Il faudra vraiment faire attention à ça. Des fringues un peu qui craignent pas, donc vous sortez un peu vos vieux jeans et tout ça. Pensez au pique-nique, à votre carnet, votre stylo, et le petit plus, c'est l'Opinel. Et donc, on commence, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vois qu'il y a 2 femmes, c'est bien. Moi, je m'appelle Max-Antoine, je suis votre formateur en bûcheronnage. C'est moi que vous allez avoir le plus souvent. Je suis votre référent principal cette année, ok? Je m'appelle Max-Antoine, j'ai 37 ans, je suis pas écolo, je suis écologue. Mes passions, ma femme, ma chienne, mes tronçonneuses et mes enfants, bien sûr. Mes 2 petits garçons, ils sont magnifiques, ça va être des tombeurs plus tard. Moi, je suis un putain de bûcheron, je suis un putain de chasseur. Je suis représentant chez Style aussi, je pourrais vous avoir des prix. Mon parcours, j'ai fait un bac pro forêt dans une super école. Ensuite, j'ai fait un BTS gestion et protection de la nature, les oiseaux, les tritons, gna gna. Ouais, tout ça, je connais aussi. Ensuite, j'ai fait un CAP bûcheron et j'ai été élagueur avec mon frère. Maintenant, avec ma petite femme, on gère un domaine. On organise des événements, des concerts, des brunchs. L'été, c'est super. Il y a un parc avec des grands frênes, une mare, des poules. Les enfants, ils kiffent. Je vous y emmènerai. Moi, je suis un personnage. Vous êtes des personnages. Et je vais tout vous apprendre sur les forêts. Plus tard aussi, je vous raconterai comment j'ai séduit ma femme. Ma femme, c'est la plus belle du monde. Allez, à vous de vous présenter. Vous me dites votre âge, votre sexe, ce que vous faisiez avant, où vous habitez, si vous êtes en couple, votre religion, votre régime alimentaire, si vous avez déjà touché une tronçonneuse ou pas, et puis aussi ce que vous foutez là. Je veux que vous balanciez tout. Vous avez le droit de rire, vous avez le droit de pleurer. Bonjour, je m'appelle Anouk, j'ai bientôt 30 ans. Je vis à Paris en couple, j'ai fait des études de lettres et d'art, un peu de vidéo. Je suis autrice, j'écris sur les forêts. J'en ai marre de lire des trucs pas précis, alors je voulais faire un peu de terrain, mettre les mains dans le cambouis, histoire de mieux savoir de quoi je parle. Et puis j'aime ça, tout simplement, passer du temps en forêt, avoir une activité physique aussi. J'aime bien me mettre à l'épreuve, voir si je tiens le coup, à bosser dehors en hiver. J'ai jamais touché à une tronçonneuse, mais je veux bien apprendre. Et je suis plutôt végétarienne. Max-Antoine dit « C'est bien, Anouk. C'est une très bonne démarche. Avec moi, tu vas apprendre plein de choses. Par contre, il va falloir aussi couper des arbres. OK ?»
Ok, on y va. C'est parti. Et ben voilà, ça va être drôle, émouvant, sensoriel, poétique. C'est un roman de 300 pages écrit en vers libre. Donc, on est véritablement dans cette écriture contemporaine, moderne, de l'écriture du réel, comme Pontu a pu le faire avec À la ligne et ses feuillets d'usine. Là, on a les carnets d'une apprentie bûcheronne. Donc, une année de formation d'Anouk Lejzik, donc l'autrice de ce livre-là, qui va constituer un herbier de toutes ces expériences en maniement en fait la délicatesse de sa plume et surtout une tronçonneuse. Donc, ça tape dans le vrai, ça tape dans le dur. Elle y va en fait avec tout ce qu'elle est et tout son regard aussi sur le monde et sur les gens qui vont la côtoyer. Donc, on va explorer en fait le milieu forestier dans 4 régions de France, en Île-de-France, dans le Jura, pas en Poitou-Charentes, dans le Finistère et en Charente-Maritime, pardon. Et on va surtout aussi croiser tous ces gens qui vivent de la forêt et qui font vivre la forêt. Donc, à chaque fois qu'elle va être sur un terrain de stage, ça va être des lieux aussi d'apprentissage, des choses particulières par rapport à ces forêts-là. Et on va vraiment entendre ces gens qui aiment leur travail, qui aiment la nature et qui sont aussi dans leur ambivalence par rapport à leur solitude, par rapport à leur isolement, parce que c'est aussi des métiers qui sont compliqués, qui ont évolué énormément, qui ont subi aussi énormément de restrictions budgétaires pour la gestion des forêts. Donc, il y a aussi une énorme souffrance professionnelle. Et cela, on va le vivre du côté de l'apprenante, ce qui est une expérience en littérature qui est plutôt rare. On peut penser à La Syrie, qui est un texte anonyme qui parle justement de cette expérience d'une personne qui a appris à travailler dans une scierie, à couper le bois, à faire de la menuiserie aussi. Et donc là, voilà, on est du côté d'Anouk, on suit son regard, on suit tous ces petits éléments là recueillis à l'intérieur de ce bouquin et qui nous tracent finalement toute cette trajectoire, on va dire, d'apprentissage. Donc c'est vraiment c'est fascinant la façon dont elle arrive à nous faire sentir les odeurs d'essence des tronçonneuses en même temps que les odeurs d'essence de la forêt, où tous les aspects, on va dire, très corporel, humain, sensoriel, même des fois animal, ressurgit en soi de notre rapport à cette expérience-là, de cette forêt où on n'y va pas en fait pour faire du tourisme, on n'y va pas pour vivre une aventure, on y va pour y vivre tout court, avec ce que ça comporte de dur et également d'ambivalence, parce que les forêts en France, ce sont pour la plupart des domaines privés, mais aussi des espaces d'exploitation, où après les arbres sont utiles pour construire nos meubles. Et donc, tout ça doit cohabiter avec également des approches d'écologie, avec les promeneurs, avec les randonneurs, avec les chasseurs également. Et donc, tout ce milieu-là, tout cet écosystème est traduit avec douceur et en même temps, voilà, Annick ne va pas avec le dos de la cuillère. Donc, elle va aborder la question du sexisme, de l'intersexualité, de la protection animale, de la chasse, de l'économie, de l'écologie, le racisme, la tolérance. Bref, j'avais dit ça à ma réunion en diffusion avec ce livre, c'est Tomates, salade, oignons. C'est juste incroyable. Donc, c'est un livre qui s'apparenterait à de l'autodocumentaire, hein, clairement, qui est aussi un registre que l'on avait déjà exploré avec la rédactrice au mois de mars, le premier roman de Michel Cohen. Donc, autodocumentaire qui prend en fait l'expérience singulière d'un individu, d'une personne par rapport à une thématique. Avec la rédactrice, c'était la question de l'écriture. Et là, du coup, avec Copeaux de bois, carnet d'une apprentie bûcheronne, voilà, on va parler d'abattage d'arbres. Aussi simple que ça. Et j'en profite pour dire qu'en effet, les 2 autrices, Anouk Lejzik et Michel Cohen, seront reçues le dimanche 17 septembre dans une rencontre qui leur seront dédiées et une rencontre croisée qui risque d'être passionnante là aussi. Donc, Michel Cohen, l'autrice de la rédactrice, qui ne fait pas partie de la prochaine rentrée littéraire, mais qu'on a décidé de mettre en binôme avec Anouk. Et j'imagine que ça va être passionnant. Oui, parce que c'est aussi 2 façons d'aborder l'écriture, 2 façons de rendre compte de leurs expériences, toutes les 2, aussi 2 générations aussi d'écrivaines. Ça va être vraiment grandiose. Donc voilà, ça c'était notre rentrée d'août. Il va sortir le 17 août, Copeaux de bois, donc le 2e roman d'Anouk Lejzik.
Et on aura aussi une rentrée un peu plus buissonnière, donc début octobre, avec Blackout, qui est le premier roman de Gabriel Henry. Gabriel Henry, qui est un poète, qui a publié de nombreux textes courts et aussi poèmes dans une trentaine de revues en France, au Canada, en Roumanie. Et qui nous vient avec un texte poétique, Blackout, dont la couverture prend vraiment à revers la question en fait de ce titre-là, qui appelle à la nuit, alors que son texte aussi appelle à la lumière, d'où ce contraste. Et du coup, Blackout, je vous propose du coup de rentrer tout de suite dans le texte avec ce premier chapitre qui fait également office de prologue. C'est au bout du jardin, au bord du monde. Il n'y a pas de lumière, pas d'eau courante non plus. Ici, l'eau ne file pas sagement dans des tubes ni ne répond à des robinets. Elle est rare, précieuse et pure. Elle serpente sur la terre ou dort en dessous, au fond des puits, et cache peut-être un léviathan. Il est allé pisser. À 20-30 mètres, la maison noyée dans une encre épaisse. Alors qu'il referme derrière lui la lourde porte du cabanon en bois, il perçoit une sorte de halètement. Il se fige, dresse l'oreille. Le son lui semble venir d'un côté, puis de l'autre. Quelque chose se déplace furtivement, juste là, tout près, échappant à son regard. Quand on s'aventure dehors, à la nuit tombée, on s'avance sous le glacis d'un ciel tendu d'étoiles, à la fois très lointain et très intime. Paysage le plus inchangé de ce monde, continent libre à jamais, sans frontières, sans édifices, sans œuvres, sans boulons ni épluchures. Aucune étrave, aucun soc n'a changé son visage. En traversant le jardin, quelques instants plus tôt, Ulysse avait eu le sentiment de remonter le pont d'un navire ancien, de la poupe à la proue, et le plancher sommaire de la petite cabane avait produit le craquement idoine. Passage d'un sourire sur ses lèvres. Et donc, Blackout, c'est l'histoire d'Ulysse, le personnage principal de ce roman, qui a eu un accident et qui a perdu la mémoire. Sa compagne, Aryuna, va le conduire en Mongolie, dans son village natal à Aryuna, qui du coup est mongole. Et il va, dans ces steppes infinies, en fait, vivre sa convalescence. Cet homme qui a oublié beaucoup de choses sur son passé, sur son présent, et même qui a oublié tout de ce pays dans lequel il est déjà venu, va découvrir cette immensité, cette altérité qu'est ce paysage, qu'est ce monde, tel un nouveau-né. Ça va être un jeune homme qui va plus avoir de peau, qui va plus avoir de frontières entre lui et le monde, et il va vivre tous ces micro-événements, parce que en fait, c'est ça, Blackout, ce sont des aventures minuscules, mais qui, de par l'état psychologique et physique du héros, vont être en fait des aventures extraordinaires. Dans la façon que j'ai eue de l'argumenter, ce texte-là, c'était une sorte d'odyssée des temps modernes, une façon de prendre à revers ces grandes aventures mythiques et mythologiques en disant que aussi nous vivons, nous, des aventures minuscules, faites de rien, aussi faites de tout, parce qu'elles sont faites avec nos proches, elles sont faites avec les éléments, elles sont faites avec ce qui nous entoure. Et être présent et entier avec le monde tel qu'il est, c'est aussi vivre en soi une aventure extraordinaire. Donc, on va suivre le périple de Ulysse qui, petit à petit, va reprendre un peu possession de son corps, qui va reprendre un peu possession de lui et qui va vouloir, au fur et à mesure de sa convalescence, essayer de percer le gouffre dans lequel il est plongé, justement, cette mémoire qui lui fait défaut. Et petit à petit, avec sa compagne, ils vont rentrer dans une sorte de combat, de conflit entre elle qui veut lui cacher, lui qui veut savoir, est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il ne l'est pas. Et donc, on va découvrir pourquoi il a dû quitter aussi précipitamment en fait, la France et l'hôpital qu'il avait accueilli après son accident. Dans ce territoire dans lequel Ulysse voudrait même en fait, se fondre et se répandre, parce que la question de l'identité, à ce moment-là, en fait, peut-être qu'il n'en veut pas de son passé, peut-être qu'il veut rester ici, il veut rester présent et entier par rapport à tout ce qui l'entoure. Donc, on est là dans un mix entre cette petite intrigue, ce petit mystère entourant les causes de l'accident et surtout un roman poétique et contemplatif où on vit
au travers d'Ulysse quelque chose de grandiose. Voilà, une découverte où l'altérité nous aspire, nous avale, et on est emporté dans les steppes mongoles comme on l'a jamais été. C'est une visite de ce pays et de ce territoire, mais sans le moindre voyeurisme culturel ou touristique, parce que là, on est avec des gens, on est avec, du coup, l'auteur, hein, Gabriel, est époux d'une Mongole, a passé énormément de temps en Mongolie et a écrit aussi ce texte en même temps qu'il a eu deux jumelles pendant le processus éditorial. Donc voilà, donc c'est aussi une écrit de lui par rapport à son lien qu'il peut avoir avec cette terre, qui est en fait une terre et d'accueil et d'amour aussi pour lui, puisque voilà, il vit ça avec sa famille. Donc, une rentrée littéraire qui va être sur deux aspects, entre d'un côté les forêts françaises et de l'autre côté les steppes mongoles, avec deux écritures très poétiques, deux approches aussi différentes. Deuxième roman pour Anouk et le premier roman pour Gabriel. Une très belle rentrée encore. Et on précise aussi que tu ne t'attaches pas forcément au genre des livres pour les éditer. Là, en l'occurrence, une rentrée littéraire avec un récit autodocumenté. Je trouve ça assez courageux quand même d'avoir la force de pouvoir publier ça à la rentrée littéraire. C'est aussi un grand coup de pied dans la fourmilière. D'autres l'ont fait, je pense, aussi à leur façon, donc en espérant qu'il y aurait le même écho également aussi de notre côté, mais il n'y a pas de raison, le texte d'Anouk est aussi grandiose. Donc, voilà. Et j'ai vu que la rentrée littéraire procurait 466 romans et tout le monde s'en réjouit de voir une diminution de 50 à 60 pages. Si on a un conseil à vous donner, c'est de sélectionner les 14 déjà de ce soir qui suffiront déjà largement à votre bonheur. Merci infiniment, Jérémy. Merci, Anthony. On se donne tous rendez-vous le dimanche 27 août à 19h pour une prochaine soirée rentrée littéraire. C'est la deuxième. Comme à chaque fois, il y aura 6 autres maisons d'édition. Et en attendant, je vous souhaite à tous un bel été. Évidemment, j'ai hâte de vous retrouver à la fin d'été. Mais là, il va falloir prendre des vacances pour tout le monde. C'est nécessaire pour attaquer cette rentrée littéraire avec le sourire et la passion littéraire. Merci infiniment à tous. Merci Anne-Sophie et Gilles qui sont restés jusqu'au bout. Merci Anthony encore. Merci à tous les éditeurs et éditrices et évidemment merci à ceux qui nous suivent continuellement. À très vite, à très bientôt et donc une belle rentrée littéraire à tous. Au revoir tout le monde. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.